Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe, autrement dit des avocats épanouis. Aujourd'hui, mon invité est maître William O'Rourke. William est avocat au barreau de Paris depuis 2018 et associé cofondateur du cabinet Orwell Avocat. Son domaine de prédilection est celui de la blockchain et du bitcoin. Et c'est Claire Balva qui me l'a recommandé et je la remercie chaudement. Alors, comme je reçois de plus en plus de messages d'auditeurs du podcast qui s'intéressent particulièrement à la problématique plus business du métier, et donc vraiment comment est-ce qu'on se développe, comment est-ce qu'on s'associe, comment est-ce qu'on crée son cabinet, comment est-ce qu'on fixe ses honoraires, toutes ces problématiques-là. Il se trouve que William était un cas parfait pour être étudié dans le détail, parce que après avoir obtenu son CAPA, il a d'abord exercé comme juriste dans un cabinet de conseil en nouvelles technologies, et ensuite, il va vous expliquer pourquoi, il s'est inscrit au barreau de Paris, mais il a tout de suite fondé son cabinet justement sur les problématiques, dans le domaine de la blockchain et du bitcoin. Et donc, je lui ai posé 1000 questions sur comment est-ce qu'il avait pensé son cabinet, comment il s'était installé, et sa marque, et les honoraires, et tout ça. Donc, vous saurez tout. Il a en plus plutôt joué le jeu de la transparence, il s'est beaucoup livré, avec une grande générosité, comme beaucoup de mes invités, soyons honnêtes. Et donc, j'espère que ça vous plaira. C'est aussi pour ça que le podcast est long, parce qu'il y a un peu plus d'une heure et demie d'épisodes, d'interviews. Parce que voilà, en plus d'avoir retracé son parcours, etc., je l'ai beaucoup questionné sur l'aspect business de son métier, de son cabinet. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à m'écrire pour me dire si ça vous intéresse, si vous voulez que je continue comme ça pour mes prochaines interviews avec des personnes qui se seraient installées ou dans le cadre de leur développement. Parce que moi, ça m'aide aussi à orienter le podcast et mes questions, etc. Vous verrez que William est un avocat tout à fait épanoui et il est à 200% dans ce qu'il fait. Et pour le coup, il se projette très loin, donc c'est très chouette, ça donne beaucoup d'énergie. Comme moi aussi, plus dans le droit, mais pour Fleurs d'avocat, qui est devenue une société et donc une petite entreprise, je me pose plein de questions là-dessus, sur la marque et la valeur ajoutée, et comment est-ce qu'on entreprend, tout simplement. J'ai mis mon grain de sel dans tout ça, et donc on a discuté avec William. C'était une discussion sur un format, un format interview, mais peut-être plus sous forme d'échange. Bref, vous verrez et vous me direz ce que vous en avez pensé. Je voulais aussi vous dire que si vous écoutez cet épisode jeudi 14 au matin ou dans l'après-midi et que vous êtes disponible et que vous êtes à Paris et que vous êtes disponible ce soir, vous êtes les bienvenus au premier anniversaire de Fleurs d'avocat. Ce sera à l'hôtel Le Pigalle à partir de 20h. Donc n'hésitez pas à venir, moi ça me fera plaisir. Je sais qu'il y a plusieurs Fleurs d'avocat, plusieurs invités du podcast qui ont prévu de venir. William en fait partie d'ailleurs. Donc ce sera l'occasion de réagir à chaud après son interview. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah non, bien évidemment, comme d'habitude, oubliez pas que c'est top si vous pouvez laisser un avis et des étoiles sur iTunes ou votre application podcast préférée. Si le podcast vous plaît, la meilleure manière de le soutenir, c'est de partager autour de vous, d'en parler à vos confrères, d'en parler à vos amis, de partager sur les réseaux sociaux. C'est la meilleure manière de diffuser les enseignements du podcast et tout cet enrichissement, et de le partager avec d'autres. Vous pouvez aussi m'écrire pour me recommander des invités sur le podcast, donc des invités, des avocats que vous trouvez épanouis et peut-être aussi inspirants et que vous aimeriez écouter sur le podcast, mais l'épanouissement prime quand même. Vraiment, n'hésitez pas à m'écrire. Claire Balva, qui a donc recommandé William, est une personne que je ne connais pas. Elle a pris l'initiative de m'écrire pour me parler de William et j'en suis ravie. Et vous pouvez donc faire comme elle pour me recommander quelqu'un. Et tous les 5 épisodes, j'interviewe aussi un avocat reconverti. Donc vous pouvez aussi me glisser des noms d'avocats qui ont changé de carrière. Voilà, je ne vous prends pas plus de temps parce que vous avez une longue interview qui vous attend et qui est, je trouve, hyper intéressante. Donc il me reste à vous souhaiter une bonne écoute.
Bonjour William O'Rourke. Bonjour Lila Louise. Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat. C'est un plaisir. Alors je précise aux auditeurs que cette interview est la première que je fais en buvant un verre de vin, puisque William est venu avec une bouteille de vin rouge pour se faire pardonner de son retard. Et que donc, si cette interview est plus frivole que d'habitude, vous connaissez la raison. William, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenu avocat. Alors, je suis devenu avocat honnêtement par hasard. Moi, c'était pas du tout une vocation. C'était pas du tout quelque chose que je voulais. En fait, en quelques mots, je m'en souviens, j'ai fait un bac ES à la fin de mon lycée. Et en fait, j'avais choisi, je pense que la fac de droit, ça devait être mon Xème choix à l'époque, ce qui était le truc APB. Ouais. Et je me suis retrouvé à Paris 1, la Sorbonne. Et c'est vraiment au fur et à mesure des années que j'ai apprécié, que j'ai pris du plaisir à étudier le droit et à faire le lien surtout entre le droit et toutes les autres matières dont dépend le droit, notamment l'économie et tout ce qui est politique, quoi. C'était quoi ton premier choix ? Mon premier choix, c'était, je crois que c'était Hippocagne. Okay. Mais j'ai même plus le souvenir, je crois que vraiment le Paris 1, c'était mon 7e choix ou mon 8e choix, enfin c'était vraiment quelque chose... T'avais un truc un peu en tête à cette époque Absolument pas. J'avais relativement confiance dans l'avenir. J'ai le souvenir de pas avoir stressé pour mon orientation. C'était pas du tout ça. En revanche, je savais absolument pas et je me disais, voilà, typiquement Hippocagne, c'est quelque chose qui est assez ouvert quand on a une formation qui est plus littéraire, on va dire un petit peu plus littéraire. Mais voilà, j'avais pas du tout et j'ai toujours été fasciné par les gens qui veulent je sais pas devenir pompier ou devenir avocat depuis qu'ils ont 16 ans, quoi. Moi c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Du coup, t'arrives en fac de droit sans ambition, enfin sans envie particulière. Quand même tu poursuis tes années. Est-ce que t'as un souvenir un peu de tes premières sensations en fac ? Alors en fac de droit, la première chose je pense que j'ai eu là-dessus pour le coup un parcours assez classique en droit, c'est-à-dire que je suis arrivé, je m'en souviens d'un foutoir incroyable, d'un mélange incroyable dans la première année de licence que j'ai complètement raté. J'ai séché je crois 6 mois de cours sur 8, quoi. J'étais au rattrapage sur toutes mes matières. Je suis passé quand même à l'époque, il y avait ce qu'on appelait l'Ajax, c'est-à-dire on était ajourné mais autorisé à continuer. Je passe en L2 et je me retrouve au rattrapage de L2 avec, je crois, 22 matières. C'est-à-dire 3 heures de partiel le matin, 3 heures de partiel l'après-midi pendant 2 semaines. Sans surprise, je rate. Et là, je sors du droit et je fais une première année de russe à l'INALCO. Donc en formation intensive. Et t'as un lien particulier avec le russe ? Aucun, encore une fois. Aucun, mais pour le coup, c'est un pays que j'apprécie là. Je suis pas allé en russe pour voir, parce que l'INALCO était une école sympa ou parce qu'il y a du chauffage. C'était plus, c'est un pays qui m'attire énormément en fait, pour plein de raisons géographiques, historiques, etc. Donc une curiosité culturelle globale. Voilà. En fait, moi, j'ai été éduqué dans la culture irlandaise, comme mon nom l'indique. C'est-à-dire qu'on m'a vraiment un petit peu, j'imagine, comme pas mal d'enfants d'immigrés, même si moi, ma famille est en France depuis 200 ans, mais on est vraiment éduqué là-dedans. On a un nom irlandais, on nous apprend l'histoire de l'Irlande, etc. Mais l'Irlande, j'ai été hyper déçu, quoi. Non, mais c'est un pays très sympa, les Irlandais sont adorables, la bière est excellente, mais ça reste un petit pays. Et en fait, quand j'y suis allé les premières fois en séjour, j'ai trouvé que c'était sympa, mais en fait, c'était pas du tout un pays que j'avais choisi, quoi. Et donc la Russie, pour le coup. Et la Russie, je m'y suis retrouvé totalement par hasard. J'ai fait des voyages après le bac, un voyage tout seul. J'ai fait le tour de la mer Noire. Et donc, il y avait Bulgarie, donc je me retrouve en Turquie. Et en fait, j'arrive en Turquie, et là, j'arrive au bout de la Turquie. Donc, on doit être à 2000 km ou 3000 km d'Istanbul. Donc, c'est vraiment la partie très orientale. Ouais, très orientale, très arabe et musulmane, en plein Ramadan en plus. Donc, j'étais voilà. Et je me retrouve là-bas, et là, je me retrouve complètement bloqué. Parce qu'en fait, à l'époque, je crois que Nicolas Sarkozy était au pouvoir, donc on pouvait pas aller en Iran. Au sud, il y avait l'Irak que c'était chaud. Il y avait la Syrie, mais pareil, pour des questions de visa, c'était très compliqué. Et même la Syrie, c'était en fait assez loin. Et là, il y a un garde, il y a un Turc qui me dit, là, soit tu retournes en arrière, donc tu repars pour à minima 3 jours de train, non-stop, pour retourner à Istanbul, soit tu prends le bateau à Trabzon, pour ceux qui connaissent, Trébizonde, l'ancienne Trébizonde, et tu te retrouves à Sotchi, qui était à l'époque, c'était bien avant les Géants. Et donc j'y vais, je me retrouve à Sotchi,
Et là, je fais un tour en Russie, je passe par l'Ukraine, enfin la zone qui est actuellement en guerre, et je me retrouve en Crimée. Et c'est le seul moment, on va dire, dans ce long voyage en solitaire, où je me suis vraiment fait des amis, que j'ai revus par la suite, etc. Et j'ai découvert la Russie, moi, que je connaissais absolument pas. C'est-à-dire que je pense que comme beaucoup de Français, la Russie, on a l'image, en gros, de Vladimir Poutine et d'une bouteille de vodka. Ouais. Et là, je me retrouve avec des Russes, qui étaient hyper sympas, et je commence à m'intéresser un peu à l'histoire de ce pays, voilà, à sa culture, aux gens, voilà, le côté, en fait, le bon côté de la Russie. Et moi, je sais pas pourquoi ça m'a parlé. Ok. Voilà. Raison pour laquelle, après, voilà, la fac de droit, deuxième année, un peu un échec, carrément un échec. Voilà, et là, je me Et dis, du coup, tu te dis, vas-y, va apprendre le russe à l'INALCO. voilà, dans l'idée peut-être de partir là-bas, vivre là-bas, etc. Et donc voilà, donc je suis effectivement parti en Russie en cumulé à peu près 1 an, mais ça a pas marché. Enfin, ça a pas marché parce qu'en fait, entre-temps, j'ai eu le barreau. Enfin voilà, Mais attends, j'ai mais repris le entre-temps, droit. t'as eu le barreau, mais je comprends pas, mais à quel moment t'as repris le droit déjà? En fait, j'ai fait 1 an d'INALCO. Au bout d'1 an d'INALCO, pour le coup, je suis revenu en droit parce que je m'étais quand même inscrit à la fac de droit en parallèle. Tu te souviens pourquoi t'as voulu reprendre le droit? Je pense parce que je me voyais pas, en fait, je me voyais pas travailler, je me voyais pas devenir prof de russe. Parce que le problème d'une fac de langue, enfin moi, le problème que j'ai constaté, on va dire, c'est que l'INALCO, surtout en début d'INALCO, je pense que quand on est en master 2, etc., c'est beaucoup plus ouvert. Mais en début d'INALCO, il y a vraiment une formation qui est ultra académique. C'est vraiment de la grammaire, de l'orthographe, avec un petit peu d'histoire et d'économie. Et en fait, il y a aucun aspect pratique, quoi. Et moi, à l'époque, j'avais déjà, je sais pas, je devais avoir 20, 21 ans. Enfin, j'étais quand même dans une optique où je commençais à me rapprocher doucement du monde du travail, quoi. Et donc, en fait, j'ai quand même remis un pied en droit. Donc, bon, en gros, l'un dans l'autre, j'ai dû perdre 3 ans dans ma scolarité, mais en fait, je suis quand même retourné en droit. Et je suis arrivé jusqu'en master 1. Et c'est en master 1 que je me suis dit, passe ton barreau à la fin de ton master 1. Parce que comme ça, ce sera, enfin, je pensais pas l'avoir, mais admettons. Et après, pars en Russie. Et si Mais t'as- au feeling, en fait. Parce que t'avais pas particulièrement envie d'être avocat, ou déjà t'avais quand même une appétence déjà pour le droit? Enfin, ça te plaisait, Non, tu non, te bien projetais sûr. là-dedans? Le truc, c'est que le droit, moi, plus les années ont passé, plus j'ai aimé. J'ai eu un peu ce que pour le coup, ce que les profs de droit nous disaient en L1, c'est-à-dire accrochez-vous, la L1 c'est pas intéressant, la L2 voilà, c'est très scolaire, etc. Dès que vous allez arriver en L3, en M1, ça devient de plus en plus intéressant, et surtout vous serez de plus en plus autonome, ce qui va vous permettre de éventuellement de faire des recherches en parallèle ou voilà d'avoir on va dire une vie intellectuelle un peu plus riche. Ou pas d'ailleurs, parce que vous pouvez aussi aller au cours ou même ne pas aller au cours et juste passer au partiel. Et moi, voilà, en fait, j'ai entrecroisé, à cette époque, j'étais moitié dans une ambiance russophone, russophile, et moitié en droit. Parce que t'as entretenu l'ambiance russophone et russophile même quand t'es retourné en droit. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, je voulais quand même partir à l'époque, je crois que j'ai adhéré à une association de juristes franco-russes, je voulais travailler là-bas, en fait. Parce que, voilà, je sais pas, ça m'attirait, en fait, bah, forcément, quand vous commencez à parler russe, ça vous ouvre, entre guillemets, des opportunités en lien avec la Russie, quoi. Sauf que voilà, en gros, ce qui se passe, c'est que j'arrive à la fin de mon M1, je passe mon barreau, à la surprise de tous, je l'ai. Donc je pars en Russie avec le barreau. Donc je pars en Russie, en gros, je lâche quand même un truc qui pour le coup devenait intéressant, c'est-à-dire l'idée de devenir avocat, quoi, d'avoir un débouché très pratique après toutes ces études de droit. Et là en Russie, bah, j'y passe 6 mois, je fais un permis vacances-travail. Et en plus, j'arrive en Russie vraiment 3 semaines après les sanctions européennes. Donc moi j'ai toujours eu la politique qui s'est mêlée à mes voyages. Et donc je me retrouve en pleine sanction européenne. Et là, faut bien comprendre ce que c'est. C'est-à-dire vous arrivez à Moscou, les supermarchés sont vides, le rouble perd 50% de sa valeur. C'était vraiment le chaos, quoi. Rien à voir avec une crise comme on peut les connaître en France, quoi. Mm. Et donc là, bon, pour trouver un boulot, c'était genre hyper compliqué. Et voilà, donc en fait, je suis resté 6 mois. J'ai fait des petits jobs, j'ai été prof de français, des choses comme ça. Et je suis retourné en France et je suis rentré en master 2, donc notamment avec David dont on parlait tout à l'heure. David Conner-Hardy, que j'ai interviewé cet été dans ma série sur les avocats qui ont une double vie, puisque David est réserviste à l'armée de terre. Exactement. Voilà, donc pour connecter les liens. Bon, en tout cas, tu intègres le Master 2. Voilà. Et là, donc j'intègre le master 2. Donc, droit public. Pas du tout. Droit du numérique. J'ai fait un master 1 droit public. Ok. Et j'ai fait un master 2 droit du numérique. Ok. Et donc là, j'intègre mon master 2 et bon, ça se passe plutôt bien, donc avec un stage qui était prévu. Je fais mon mémoire sur Bitcoin, qui est donc la crypto-monnaie Bitcoin, et après je rentre en école d'avocat. Je rate les inscriptions à l'EFB
Donc je m'inscris à l'EDAC, l'école de Viroflay. Et voilà, et là j'ai adoré pour le coup l'EDAC. Je me suis fait non seulement de très bons amis, j'ai adoré aussi l'esprit de l'école et j'ai aucun regret de. Enfin, je pense qu'on peut passer un très bon moment à l'AFB, hein, mais j'ai adoré être à Viroflay. Et ton stage de Master 2? Mon stage de Master 2, je l'ai fait dans un cabinet en droit et nouvelles technologies à Ouais. Paris, et ça s'est très bien passé. J'ai toujours d'ailleurs des très bonnes relations avec eux. Et voilà. Donc, Et la pratique t'a conforté dans le fait que ça te plaisait? La pratique oui, non, moi j'ai passé enfin, je trouve que ce qui est important dans un stage final, il y a ce que fait le cabinet, mais il y a surtout les gens avec qui vous travaillez, quoi. Enfin, ça c'est un peu une tarte à la crème de dire ça, mais moi j'étais dans une très bonne équipe, à la fois l'associé, je m'entendais bien, enfin je m'entendais toujours bien avec lui, les collaborateurs, mon co-stagiaire qui est quelqu'un qui est devenu un ami en fait. Et donc voilà, le cadre était idéal. À la fin, tout ça a débouché sur des propositions d'embauche, de collab, etc. Qu'est-ce que t'en as fait de Alors, ces propositions? le truc c'est que voilà, moi et d'ailleurs c'est ma pratique professionnelle actuelle, c'est que depuis tout ce temps, moi j'ai été toujours très très attiré par tout ce qui était informatique, numérique, et notamment tout ce qui était lié enfin pas du tout réseaux sociaux, ce genre de trucs quoi, plutôt protection de la vie privée en ligne, logiciel libre, darknet, un peu. D'où ça vient? Je sais pas. Peut-être un petit problème avec l'autorité dû à mes jeunes années, mais je sais pas pourquoi exactement, mais moi j'ai toujours adoré T'étais ça. geek quand t'es au lycée ou à la fac? Plutôt, ouais. Ok. Après, je sais pas ce que ça veut dire geek, parce qu'aujourd'hui on l'emploie pour un peu tout n'importe quoi, mais... Non, mais t'étais du genre à coder un peu à tes heures perdues. Ouais, alors je codais pas trop, moi j'étais plus démonter mon ordinateur, le remonter et passer Ouais, des heures geek. sur des forums. Moi, ça rentre dans ma catégorie. Ouais, geek. voilà. Non mais voilà, moi j'ai eu des très bons amis, des très bons amis en ligne. Et d'ailleurs aujourd'hui j'ai même des clients que je connais sous leur pseudo, quoi. Donc quand je leur écris, c'est limite mes conventions d'honoraires sont en mode cher Utopian 93. J'aime bien ce concept. Ouais, non, c'est un. Donc voilà, moi c'était un peu mon. Donc ça sort pas de nulle part. C'est un truc que t'as maintenu. Non, ça c'est vraiment un truc. Je me souviens les premiers souvenirs que j'ai, c'est vraiment j'adorais. En fait, j'aimais beaucoup lire et le premier univers. Mais je pense que c'est quelque chose qu'ont vécu beaucoup de gens. Hein. C'est le premier univers un peu à moi que j'ai eu, c'était en ligne. Et voilà, donc après, porte ouverte sur le monde, univers avec un code, un langage, un monde que tu maîtrises et que tes parents ne maîtrisent pas, avec tes amis, d'ailleurs tes amis peuvent en faire partie ou pas, mais à la limite c'est pas le sujet. Et voilà, donc ça a été quelque chose qui moi m'a bercé vraiment depuis que j'ai, je sais pas, je pense que la première fois que j'ai téléchargé un film, je devais avoir peut-être 11 ans, quoi. 10-11 ans, donc en fait ça faisait partie, et donc j'ai rencontré notamment Tor, le Darknet et Bitcoin, très tôt. Le Bitcoin étant en fait à l'époque une monnaie qui était qui avait la caractéristique d'être anonyme, enfin relativement anonyme. Après, sans rentrer dans les détails. Et donc moi j'en ai entendu parler assez tôt par ces forums, ce qui sont des forums soit de gens qui veulent protéger la vie privée, un peu ambiance Snowden avant Snowden, soit de gens qui veulent l'utiliser pour des bonnes et mauvaises raisons. Mais à la limite ça c'est pas à moi d'en juger. Et donc voilà, c'est quelque chose ça qui m'a intéressé. Mais sauf qu'à l'époque c'était ultra anecdotique, quoi. C'est-à-dire que le Bitcoin, c'était un truc qui marchait Oui, pas. maintenant tout le monde est un peu expert Bitcoin en droit, mais en fait, à l'époque. Ouais, enfin, il y a très peu, ça il y a quand même on est quand même pas très nombreux à vraiment travailler dans le secteur, mais voilà, à l'époque, c'était vraiment c'était comme un jeu, quoi. Vraiment, faut le prendre comme un Monopoly qui a mal tourné, quoi. Genre où tu commences non mais c'est ça. Et donc moi, genre forcément en L3 par exemple, quand je parlais de Bitcoin à mes copains ou en master 1, enfin moi la première fois que j'ai entendu parler, ça devait être 2012, sans trop comprendre ce que c'est. Et à partir de 2013, c'est vraiment devenu une passion. C'est-à-dire tous les jours au moins 1 heure ou 2 heures sur le sujet, quoi. Et depuis ça s'est jamais arrêté. Et même en Russie d'ailleurs. Et alors attends, parce que du coup, Snowden avant Snowden, machin, Snowden c'est lié à la Russie. Ça a fait partie de ton attraction pour la Russie ou pas? Non, pas du tout. Non, ok. Pas du tout. Je pense que le fait que Snowden soit en Russie, c'est une énorme erreur en fait de la France et de l'Occident. Ok. Mais voilà, c'est juste une erreur. Il devrait être en France ou ailleurs en tout cas. Poutine l'a accueilli parce que c'était un moyen de ridiculiser les États-Unis et un peu l'Europe. Mais aucun rapport. Poutine n'est pas un défenseur de Snowden. Hein. Enfin, je pense que non mais ouais. sans rentrer dans les considérations géopolitiques et technologiques et techniques
qui sous-tend cette histoire, c'était juste pour... Non, le seul lien peut-être entre le Bitcoin et la Russie, moi que j'ai pu voir, mais c'est assez anecdotique, c'est que en Russie, j'ai vu une monnaie un peu s'effondrer. Et ça fait très bizarre parce qu'en France, on a eu un système monétaire qui est tant mieux, est quand même hyper stable depuis, depuis je pense depuis je pense la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il y a eu le passage de l'ancien au nouveau franc. Et voilà. Et alors que là-bas, j'ai vu tu sais, quand tu te balades dans Moscou, t'as tous les 50 mètres, t'as les pancartes avec le taux de change. Et quand tu le vois qui défile, c'est hyper impressionnant. Parce que tu te dis, moi, mes amis, concrètement, ils étaient payés, je sais pas, à 1000 euros et leur loyer, il augmentait de 20% chaque mois, quoi. Ouais. Donc les types étaient étranglés, quoi. Et ça, c'était, voilà. Après, c'est un lien qui, moi, je suis pas du tout dans un... Oui, c'est vague. Ouais, je suis pas du tout dans un truc, Bitcoin va remplacer l'euro et tout, c'est pas du tout mon propos. C'est juste que je trouve que c'est une technologie qui est intéressante et quelque chose de nouveau. Et voilà. Et donc, en gros, j'ai fait mon mémoire de fin d'études là-dessus. Et en fait, je suis rentré en stage final dans ce cabinet. C'est très bien passé, mais évidemment, en fait, je voulais bosser là-dedans, moi. Surtout qu'en gros, quand je suis arrivé en stage final, c'est le moment où le secteur des crypto-monnaies de la blockchain a commencé à se professionnaliser. Donc, commencer à avoir du taf. Ce qui était quelque chose qui était inconcevable peut-être 2 ans avant, quoi. Et donc là, moi, j'ai tout fait pour rentrer dans le secteur blockchain. Et alors, ça veut dire quoi? J'ai tout fait pour rentrer dans le secteur blockchain. Alors c'est pas se balader à la maison du Bitcoin avec un CV. C'est qu'en fait tout simplement j'allais à des meet-up, j'allais à des rendez-vous, à des conférences. Enfin en gros voilà, c'était un peu une espèce de passion que je faisais le soir et le week-end. Et en fait sur place je rencontrais les personnes qui travaillaient dans le secteur, les gens qui s'y intéressaient. Et en fait très naturellement au bout d'un moment il y a des gens qui m'ont dit mais toi t'es censé être bon endroit. On a très très peu de juristes qui travaillent sur le sujet. Est-ce qu'on me posait des questions, j'y répondais. Au début, c'était un peu un jeu, puis à un moment, tu te rends compte que ça devient plus du tout un jeu, quoi. C'est plus un jeu, c'est une expertise que tu t'es construite, quoi. Un petit peu, voilà. Et donc, j'ai rejoint à cette époque, notamment Blockchain Partner. Qui est une boîte? Qui est une boîte de conseil en technologie, qui est la principale boîte d'ailleurs de conseil dans la technologie blockchain. Et ils cherchaient un juriste pour, en gros, créer leur point de compliance. Donc, c'est pas une activité avocat, c'est une activité, de consulting en compliance. Ce qui est un truc un peu c'est pas très net comme poste, mais en gros moi je les accompagnais dans les projets. Donc eux faisaient la partie technique et la partie commerciale d'un projet blockchain. Par exemple, ils ont construit par exemple la blockchain de la Banque de France, qui est une blockchain entre la Banque de France et différentes banques françaises pour gérer un registre. Le registre qui permet notamment quand tu souscris un abonnement, tu dois remplir un bordereau, une autorisation de prélèvement. Et ben cette autorisation de prélèvement aujourd'hui elle est gérée par une blockchain. Voilà. Okay. Et donc moi mon rôle c'est d'arriver avec cette équipe-là et de déminer le terrain sur le plan juridique. Ce que demain, c'est quelque chose qui demain sera très bien fait par des avocats ou par des juristes. À l'époque en fait vu que pas grand monde comprenait comment ça se passait, le juridique était très bloquant les juristes des boîtes qu'on accompagnait et les avocats qui pouvaient intervenir bloquaient la situation. Et moi, mon rôle, c'est de débloquer tout ça, quoi. Donc, t'as eu cette opportunité, voilà, parce que globalement, ça t'intéressait. Donc, t'allais à des événements qui étaient liés à ça, tu cultivais là-dessus, tu rencontrais plein de personnes, et c'est comme ça que t'as eu cette opportunité de poste de juriste / compliance officer dans ce cabinet de conseil. Exactement. Et comment ça se passe dans ce cabinet de conseil? Au-delà du fait que t'es passionné par ce que tu fais et que c'est trop cool. Bah, ça se passait très très bien. C'est-à-dire que déjà, c'était incroyable d'être avec des gens qui avaient la même passion. Et de parler, en gros moi c'était parce que forcément être passionné de Bitcoin c'était quand même un truc très extrêmement solitaire, quoi. Genre c'est pas un sujet que tu lances au milieu de la soirée pour l'ambiance, quoi. Donc ça se passe déjà, c'était hyper intéressant. C'est encore plus intéressant parce que quand t'es passionné par un sujet, y travailler, ça te fait aussi tomber, ça fait tomber tous les fantasmes. C'est-à-dire que tu perds complètement moi j'avais l'impression de m'épurer, quoi, intellectuellement. C'est-à-dire d'arrêter d'être tu vois, c'est un peu comme l'IA, comme tous ces sujets, de loin, tu te dis waouh, ça va changer le monde, etc. Quand tu travailles, tu te rends compte que c'est beaucoup plus compliqué. Tu vois un peu ce qui marche pas, ce qui peut marcher. Et donc ça a été un truc incroyable, quoi. Mm. Et en plus, l'ambiance était excellente, une ambiance très jeune, très détendue, beaucoup plus autonome qu'un cabinet d'avocat. C'est-à-dire que t'avais aucun contrôle de ce que tu faisais, du temps, etc. T'étais vraiment jugé au résultat. Ce qui peut être, c'est pas quelque chose qui marche dans toutes les boîtes, hein. Mais eux, ils prennent que des gens qui sont un peu dans le même esprit qu'eux.
Voilà. Une forte culture de boîte, quoi. Ouais, et donc il y avait pour le coup niveau bien-être au travail, c'était assez incroyable quoi. Ouais. Parce que c'était hyper détente quoi. Genre enfin si tu voulais faire un match de FIFA avec un de tes collègues à 15h sur le projecteur, il y avait aucun problème quoi. C'était genre ultra accepté et ça aurait pas été C'est concevable. vraiment culture start-up. Ouais mais la vraie quoi, pas La vraie, parce ouais, ouais. que là aujourd'hui en tant qu'avocat de start-up, tu vois aussi voilà que les startups ça veut rien dire, t'as plein de startups qui sont ouais, ils te mettent un baby-foot mais par contre Non, non, s'il mais faut te la presser, vraie ils te pressent, culture quoi. start-up vraiment au résultat et avec pas trop de, voilà. Enfin, en tout Mm. cas, d'un point de vue affiché, quoi. Ouais. Et alors, j'ai quand même une question avant de te demander pourquoi t'as quitté ce milieu génial et ce poste génial. J'ai quand même une question qui est, ça t'a pas saoulé de pas être avocat après le FB? Absolument pas. Ok. Moi, j'en avais vraiment. T'attirais pas particulièrement, enfin, en fait, le titre avocat ou le métier d'avocat enfin, voilà, t'avais pas Non, un mythe particulier absolument autour pas. de ça et c'était un moyen plus qu'une fin, quoi. Non, et même moi pendant le dernier moment en fait où j'ai eu un contact avec des avocats, c'est à l'école. Ça veut dire que, enfin, là maintenant, je retrouve des contacts, mais moi j'étais à l'école. Il y avait un peu ce mythe de l'avocat quoi, qui est un truc que je respecte tout à fait. Et je pense qu'il y a plein d'avocats qui le vivent vraiment, parce que voilà, ils plaident en robe, etc. et tout. Moi, c'était pas du tout. C'était pas forcément ce que je voulais faire. En tout cas, je voulais pas le faire pour le faire. Après, voilà, une belle plaidoirie. Je suis sensible. Hein, je suis pas non plus. Je suis pas du tout anti-avocat, mais c'est pas du tout un truc que je mettais sur un piédestal. Et aujourd'hui encore, demain, tu me dirais, William, tu quittes le métier d'avocat et tu fais autre chose. Je sais pas, quelque chose qui t'intéresse fondamentalement en France ou ailleurs. J'aurais aucun problème à quitter le truc. Et je pense d'ailleurs que c'est peut-être aussi un truc assez protecteur. Parce qu'en fait, t'attends rien de cette profession. Enfin, t'attends rien du statut, on va dire, d'avocat. Et tu le vis bien, tu prends ce qu'il y a à prendre. Le côté confraternel, moi, qui existe quand même un peu, tu le prends quand tu le prends. Quand t'as des confrères qui te roulent dessus, bah tu te dis que voilà, c'est pas grave, tu vois, genre ça reste des relations entre libéraux, quoi. Et voilà. Et aucun. Moi, pour être honnête, j'ai toujours pas acheté ma robe, quoi. Alors que ça fait 2 ans que j'exerce, quoi. Bon, d'un côté, si tu plaides pas, tu plaides? Je plaide, mais je me débrouille. Enfin, genre, Ok. je plaide un petit peu, Ouais. mais ouais, très peu. Non, mais je suis d'accord avec toi, cela dit, hein, sur le fait que finalement, si tu vois la profession comme un moyen de faire quelque chose qui te plaît, mais pas comme une finalité, tu dégonfles vachement le ballon de baudruche, quoi. Et toutes les attentes et toutes les expectatives, Hmm. et tu comprends aussi qu'il y a d'autres moyens de faire des choses qui t'intéressent et qui te plaisent. Ah, bien sûr. Moi, enfin, il y a plein de personnes qui me disent, mais t'aurais pas voulu rester avocate et faire ce que tu fais tout en restant avocate? Et je dis, mais en fait, moi, je voulais plus traiter de dossiers comme avocate. Enfin, je voulais plus fournir de prestations de services juridiques. Je voulais plus accompagner mes clients comme avocate. Donc, du coup, je vois pas pourquoi est-ce que je serais restée avocate, tout simplement. Ouais, non, c'est clair. Mais ça bug dans l'esprit de beaucoup de personnes, en fait, de quitter, voilà, ce statut, ce titre. Ah ouais, non, non, Bref. clairement. Donc, je trouve Moi, ça intéressant ce que tu dis. Enfin, je le souligne. d'ailleurs, entre le moment où j'étais donc chez Blockchain Partner, donc qui est une société commerciale, bien sûr, et le moment où j'ai créé donc Orwell Avocat, il y a eu 3 ou 4 mois, ce qui est ultra long quand même. Quand tu peux pas vraiment exercer, enfin ou en tout cas si t'exerces, c'est à tes risques et périls. Il y a eu cette période où je me suis retrouvé avec l'ordre, enfin les services de l'ordre qui doivent, tu dois déposer un dossier, tout prend 3 plombes, ils checkent tes locaux pour voir si, enfin tu vois tout le côté. Après je comprends l'idée, la logique, la déontologie, etc. Mais moi c'était un moment où franchement tu m'aurais dit William, j'ai une solution pour pas que tu deviennes avocat, je l'aurais pris à 2000% quoi. Après ça c'est douloureux quand tu débutes. Après, tu t'y fais et au final, je trouve que c'est pas si terrible. Voilà, je suis pas en guerre contre l'ordre, quoi. Mais après, au début, j'étais vraiment choqué, quoi. Quand tu vois qu'à Paris, tu peux créer une SAS en 2 semaines, genre en ligne, et que pour prêter serment ou pour changer de barreau, ça prend 3 mois, et on te fait passer des entretiens, enfin, moi, je trouvais ça vraiment incompréhensible. Ouais, pas très moderne. Mais pourquoi est-ce que t'es partie de ce Alors, poste qui t'était bien? je suis parti, mais déjà, je suis parti sans partir, c'est-à-dire que je suis parti parce que en fait, donc j'accompagnais en fait Blockchain Partner et j'accompagnais les clients de Blockchain Partner, mais je pouvais pas les conseiller. C'est-à-dire qu'en fait, on retombe sur le métier d'avocat, qui a un monopole sur le conseil juridique et sur la présentation. Et moi, je me suis pris ce monopole pleine face.
Après voilà, enfin j'aurais pas eu le barreau, je l'aurais eu un peu mauvaise. Mais là, bon, vu que j'avais le barreau, il y a un moment, d'un commun accord, je leur ai dit, écoutez, faut que je revienne dans la profession d'avocat. Je les ai gardés comme clients, donc je continue à travailler pour eux et avec eux, et ça me permet En fait, tu d'accompagner leur beaucoup. fais le même taf en externe. Exactement, je leur fais le même taf en externe, et surtout maintenant, j'ai l'avantage aussi qui est, enfin, il y a plusieurs choses, hein. Il y a aussi, je me suis associé. Donc mes associés, eux, de toute façon, ils sont indépendants enfin, ils sont pas, voilà, ils ont pas des liens spéciaux avec Blockchain Partner. Donc vis-à-vis d'eux, de toute façon, c'était évident qu'il fallait faire quelque chose de très indépendant. Et en plus, maintenant, on conseille beaucoup d'autres clients, quoi. Donc, l'idée de partir, c'est quand tu t'es rendu compte que tu avais une carte à jouer par rapport à tes compétences pour développer un truc à toi, en fait. Exactement. En fait, dans ce travail, je rencontrais beaucoup de gens, soit dans le milieu startup, crypto, blockchain, soit des grosses boîtes qui avaient besoin d'accompagnement juridique. Pour le coup, ils voulaient un avocat pour des questions de statut, d'assurance, enfin voilà, c'était plus rassurant pour eux que d'avoir un consultant. En fait, c'est au final la situation actuelle, elle est mieux pour tout le monde. Je continue à faire le même boulot que je fais pour Blockchain Partner. Je le fais pour d'autres clients. J'ai le secret professionnel, j'ai l'indépendance d'un avocat, et c'est super, quoi. Et donc, tout de suite, tu t'es associé, pas de case collaboration. Enfin, tout de suite, t'as monté ton truc. Non, pas de case collaboration, et tout de suite je me suis Et comment associé. c'est possible? On n'est pas censé avoir une case collaboration quand on commence? Je sais que c'est un débat. J'ai eu un débat avec le bâtonnier des Hauts-de-Seine, en fait, et je le comprends parce que enfin, je vais répondre à ta question, mais je prends un petit détour. Vas-y. Quand je, au moment où j'ai prêté serment, enfin, au tout début, j'avais évidemment pas les moyens de me payer des locaux à Paris. D'ailleurs, on n'avait pas les moyens de se payer des locaux à Paris, et donc j'avais un de mes associés qui vivait à Londres, un autre qui lui travaillait avec un autre cabinet aussi, donc il pouvait travailler depuis là-bas. Et donc moi j'étais SDF, quoi. Et donc je me suis retrouvé la pépinière, enfin, ou je sais pas comment ils appellent ça. Je crois que ça s'appelle la pépinière du barreau de Paris, qui est le CDAP. Et là, je me suis retrouvé en gros, tu payes 300 € par mois et t'as accès à des locaux, et surtout, en fait, t'as juridiquement le droit voilà, c'est quelque chose que tu peux mettre dans ton dossier, c'est tenu par le barreau, donc en plus, c'est parfait, le lien, c'est tout ça, etc., c'est beaucoup plus simple. Et là, je me suis retrouvé, on était, je sais pas, 300 avocats. Et en fait, moi, j'avais la chance d'avoir, pour le coup, beaucoup de boulot. Et j'étais dans une phase où même j'accumulais pour pouvoir, voilà, financer le lancement, on va dire, du cabinet, puis pouvoir financer la location de bureau. Et en fait, c'est vrai qu'il y a dans ce cadre-là, et c'est ça qui inquiète le barreau, c'est qu'il y a des avocats qui, eux, sont vraiment indépendants post-EFB par défaut, quoi. Ils trouvent pas de collab, et ils se lancent à leur compte. Et là, c'est un peu terrible pour tout le monde, parce que eux, ils sont, pour le coup, en termes de bientôt travail, je pense qu'il y aura des trucs à faire. Et en plus de ça, ils ont des charges qu'ils n'arrivent pas à payer. Enfin, moi, j'en ai vu, en tout cas, ils avaient du mal à les payer. Mm-mm. Et ils font un dumping ils font un dumping hallucinant, parce que, Du coup, ils travaillent pour très peu cher. Ouais. Ouais. Donc voilà, moi c'était pas du tout mon cas, et bon, je suis quand même passé dans tout le processus. On nous fait passer des entretiens pour nous savoir si on est bien, dans notre peau, si on fait pas ça par défaut. Moi c'était pas du tout le sujet, quoi. Donc, tout de suite, l'idée, c'était de t'associer. Enfin, c'est-à-dire que ton projet, immédiatement, ça a été de t'associer. T'es pas passé par une phase, je m'installe, et ensuite, avec des collègues, vous vous êtes réunis autour du projet. Non, parce que j'aime pas travailler seul. Ok. Enfin, je trouve ça très dur en fait, et en plus, je pense que même vis-à-vis en termes de qualité de travail, pouvoir faire relire, pouvoir discuter d'une solution juridique avec quelqu'un, c'est hyper important. Et donc, tes associés, c'est un projet. Comment est-ce qu'il a émergé, ce projet d'association? Où est-ce que t'es allé chercher tes associés? Enfin, comment est-ce que vous avez construit cette association? Alors, ça s'est fait encore une fois, très naturellement. C'est-à-dire que moi, j'étais à l'époque donc chez Blockchain Partner, donc j'étais pas avocat, et en fait, j'avais un de mes camarades de l'EDAC qui était fiscaliste. Et donc, à cette époque-là, c'était il y a plus de 2 ans, hein, il y avait, enfin, c'était le no man's land juridique, la crypto. C'est qu'on s'est retrouvé, juste pour le contexte un peu macro, hein, on s'est retrouvé avec des gens qui sont devenus très riches très vite, parce qu'ils ont investi en crypto-monnaie quand ça valait 1 $, et maintenant le Bitcoin aujourd'hui doit être à 8000, quoi. Donc le type qui a mis 200 €, il se retrouve quasiment multimillionnaire aujourd'hui. Et ces gens-là, et l'administration fiscale, comme le droit fiscal actuel, ne traitait pas la question. Ou le traitait extrêmement mal, avec des espèces de mécanismes par défaut qui étaient pas du tout adaptés. Donc on était dans il n'y a pas de vide juridique, ça n'existe pas le vide juridique, mais on était dans un truc genre,
Il y avait tout à C'est faire. une zone grise, ouais. Ouais, zone très grise, quoi. Et donc moi, j'avais beaucoup de gens qui venaient me voir et qui me disaient, bon, vous travaillez chez Blockchain Partner. Les gens voient pas du tout la différence entre un avocat Et un et un conseiller juriste et un autre. Enfin, il y a plein de gens qui, voilà. Donc moi, ils venaient me voir, ils me disaient, voilà, je vous donne, enfin, en gros, je vous paye le montant que vous voulez, mais par contre, je veux pas me faire redresser. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, évidemment, je pouvais pas le faire, et deux, je ne savais pas le faire. Et donc j'ai cherché des avocats à Paris qui étaient prêts à le faire. Et il y avait, j'ai eu beaucoup de mauvaises, enfin, par client interposé, on va dire, ou par connaissance interposée, j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences. Vas-y, parle-moi de ces mauvaises expériences. Des mauvaises expériences pour le client, hein. Moi, en soi, ça c'est pas ça Non, qui mais m'empêchait c'est de dormir. intéressant dans la construction de ton... Ce qui se passait, c'est qu'en fait, il y avait deux cas de figure. Le cas ultra majoritaire, c'est que ces clients-là, ils tapaient avocat Bitcoin. Donc, soit il y avait eu 2-3 avocats qui s'étaient placés un peu sur le sujet, mais en fiscal, à ma connaissance, il y en avait qu'un qui, justement, à l'époque, avait arrêté. Lui avait quitté la profession pour rejoindre une société, en fait. On s'est croisés, quoi. Et donc, à part lui, en fait, il y avait des avocats, en fait, ils vous recevaient, ils vous prenaient relativement cher, mais ça, à la limite, je respecte. Mais par contre, ils vous conseillaient pas. C'est-à-dire qu'ils vous disaient, je pense que peut-être, sous réserve de, quoi. Avec 14 000 disclaimers, etc. Et les clients, ils venaient me voir en mode, qu'est-ce que je fais avec ça? Et j'étais là, pas grand-chose, quoi. Faut pouvez faire ce qu'il dit, mais par contre, il s'est pas engagé, quoi. Et donc là, moi, je suis allé voir des fiscalistes, notamment des fiscalistes que j'avais rencontrés pendant mes études, qui étaient des jeunes, qui étaient peut-être plus à l'aise aussi avec la technologie, parce qu'il faut comprendre, en fait, un avocat qui se protège, c'est pas qu'il se protège pas pour se protéger, c'est qu'il comprend pas trop. Oui, mais après, cet avocat, il pourrait aussi faire en sorte de comprendre. C'est le coût d'entrée est énorme. Le coût d'entrée pour comprendre comment ça fonctionne, surtout à l'époque, parce que plus ça va. Parce que maintenant, il y a de la documentation. Enfin, voilà. Moi qui n'y comprends rien pourrais comprendre si vraiment j'en avais envie. Ouais, puis maintenant, surtout, Bercy a commencé à comprendre. Donc, il y a des guidelines, il y a de la doctrine fiscale, etc. Mais à l'époque, c'était Donc ces copains, t'es allé les chercher, enfin ces personnes, ces fiscalistes qui pourraient se positionner vraiment, t'es allé les chercher parmi tes collègues que tu connaissais fiscalistes. Et comment tu savais que eux, pour le coup, leur coût d'entrée était réduit parce que ils... il y en avait notamment un avec qui j'ai passé pas mal de temps pendant l'école, et vu qu'on était assis à côté pendant 6 mois, il est devenu expert en Bitcoin, en fait. D'accord, donc parce que j'ai parlé que de ça, parce que étiez... je suis quelqu'un d'assez obsessionnel. Ok, donc c'est pas que vous étiez par hasard tous les deux passionnés de Bitcoin et que vous vous êtes retrouvés assis à côté à la fac, c'est que comme t'es obsessionnel, t'as pas arrêté de lui en parler et du coup il a fini par comprendre et donc ça a fini par l'intéresser. Je pense, après il faut lui demander sa version, mais en gros lui j'en ai parlé. Je lui demanderai sa version. on lui demandera de mettre un petit commentaire en dessous du lien. Non mais voilà, et en fait lui je lui ai demandé de prendre en charge des questions fiscales, et j'ai trouvé qu'il le faisait très bien. Beaucoup mieux que, moi vraiment j'avais aucune religion, c'est-à-dire que j'étais encore une fois, j'étais pas du tout dans une logique d'association à l'époque, j'étais juste trouver des solutions pour les personnes qui me demandaient des questions. On allait voir des gros cabinets anglo-saxons, on allait voir des petits cabinets français, on allait voir des vieux, des jeunes, de toute taille, de tout type. Et c'est lui qui a, je trouve, été le plus efficace, quoi, et surtout le plus pertinent. Et donc ce qui a mené à l'association, et l'association au sein du cabinet. En gros, quand il y a un moment, je lui dis bon, moi faut que je redonne avocat. T'es avocat en solo, il était un peu, je crois qu'à l'époque il était un peu en attente, en stand-by et tout. Donc je dis je te propose de t'associer. Là t'as l'occasion unique de t'associer sur un projet hyper aléatoire où il y a 9 chances sur 10 qu'on se plante. Voilà. Donc en plus t'es fiscaliste, donc t'as vraiment aucun intérêt à le faire, donc fais-le. Et il a accepté. Voilà, on s'est lancé avec lui et un troisième avocat qui lui c'était moins le troisième avocat. Il a une grosse activité à côté, qui est déjà la sienne, et lui il intervenait sur certains dossiers. Et lui, vous l'avez trouvé comment, pourquoi, Lui, pareil, c'est une personne que je connaissais et qui fait beaucoup de contentieux en fait. Et on avait à l'époque, en fait, on a un flux continu, mais qui représente pas grand-chose en termes de chiffre d'affaires, de contentieux liés au Bitcoin, surtout des escroqueries, parce que c'est un énorme sujet, les escroqueries, qui en fait concernent pas le Bitcoin en tant que tel, parce que les escrocs évidemment ne vendent pas de vrai Bitcoin ou n'en achètent pas, ils font semblant, c'est le principe même d'une escroquerie. Et donc voilà, mais en fait ce qui se passe, c'est que les clients raisonnent pas en termes je me suis fait escroquer, j'ai besoin d'un avocat en droit pénal. Ils veulent je veux un avocat qui fasse de l'escroquerie en Bitcoin. C'est comme j'ai un problème avec ma maison, je veux un avocat en maison, quoi. Pas un avocat en droit civil, quoi. Et donc ça c'est un truc moi que j'ai pu constater déjà à l'époque, c'est que en fait moi pareil, on venait me voir
tous les jours, on m'appelait en me disant, ouais, j'ai perdu 30 000 euros dans une escroquerie en Bitcoin, 200 000 euros dans une escroquerie en Bitcoin. Et moi, le contentieux, enfin, c'est pas trop mon truc. J'en fais un petit peu, mais je suis pas expert. Et j'avais cette connaissance qui, lui, faisait que ça, quoi. Et tu savais comment il travaillait, t'avais confiance dans... Ah, bien sûr, non, Ok. bien sûr. Et pourquoi? Comment? Bah, parce que j'ai été le voir plaider, déjà, premièrement. Ok. Et en plus, encore une fois, c'est quelqu'un que je connaissais depuis assez longtemps, et je lui en avais parlé, il s'intéressait au sujet. Faut bien comprendre que surtout à l'époque, surtout il y a 2 ans, genre vous arriviez il y avait la plupart des avocats, vous rentriez, vous disiez j'ai un problème avec du Bitcoin, et vous disiez mais l'entretien est terminé quoi, merci. En fait, je sais pas ce que c'est, ça m'intéresse pas, c'est probablement du blanchiment d'argent, au revoir quoi. Alors que là, les gens qui sont chez Orwell, forcément, dans le cabinet aujourd'hui, et les quelques autres avocats aussi dans Paris qui s'intéressent au sujet, enfin qui s'y intéressaient à l'époque, c'était des gens qui avant tout étaient ouverts sur le sujet. Alors, j'ai 2 questions. Je te travaille, je suis désolée. J'ai 2 questions. La première, c'est, t'as dit que quand t'avais ces problèmes de droit fiscal, t'as tapé un peu toutes les portes, gros cabinet américain, petit cabinet, niche, machin. Comment t'as été reçu? Toi, le petit mec, t'as entre 25 et 30 ans, t'es même pas passé par une collab et tu viens avec des clients qui ont plein de thunes, qui sont en recherche de solutions. Tu leur apportes potentiellement du biz et en fait, tu constates bien que ça marche pas. Enfin bref, comment t'as été reçu quand t'as approché ses confrères qui en fait n'avaient pas l'expertise, enfin dont t'as été déçu quant à la prestation de service? Plutôt bien. Plutôt bien. Plutôt bien, parce qu'un confrère, quand tu lui apportes de la thune, il te respecte. Ouais. Non, je suis un peu cynique là, mais Non mais c'est bien, soyons cyniques, mais soyons non, sincères. mais Surtout. j'ai pas eu tout une relation quand j'ai des litiges avec enfin des litiges. En litige, pour le coup, ça m'arrive systématiquement dès que j'ai un contentieux ou un litige où il y a des confrères. Là, la confraternité est mise légèrement de côté. On me rappelle systématiquement que j'ai 2 ans de barreau, quoi. Ce à quoi je réponds que je m'en tape et que de toute façon que le meilleur gagne. Mais bon, ça il le voit sur mon visage de toute façon. Mais là, non, à cette époque-là, j'étais reçu, non, enfin, c'était surtout les T'étais personnes. pris au sérieux? Oui, quand même. Ok. Quand même. Parce que Blockchain Partner est une boîte qui est reconnue. Parce qu'en fait, Blockchain Partner a la caractéristique d'être une boîte qui fait de la crypto-monnaie et de la blockchain, mais qui bosse beaucoup avec le CAC 40. Donc en fait, dans l'imaginaire d'un Français moyen, tu dis CAC 40, il te dit d'accord, donc c'est bien. Ce qui est pas faux d'ailleurs. Et donc en fait, c'était quand même, il y avait ce côté, on va dire, légitime. Non, j'étais étonnamment bien traité, moi. C'est un milieu qui est très dur avec les jeunes, le milieu d'avocat, parce que t'as pas 10 ans de barreau, t'es personne. Moi, de toute façon, je suis seul dans mon secteur. Enfin, je suis pas seul dans mon secteur, mais je suis quand même un peu dans mon monde. Je vois très peu d'avocats en réalité. À l'époque, j'en voyais jamais, quasiment. Là, je dis que j'en ai contacté plein, mais en fait, ça a été, je sais pas, 10 rendez-vous dans l'année, parmi 200 rendez-vous avec des gens qui n'étaient pas du tout avocats. J'étais dans une société où il y avait il y avait aucun avocat, j'en voyais très peu, et même quand j'ai commencé à travailler, j'ai été très très loin du monde des avocats, quoi. Et et maintenant, justement, le changement, ça a été la prise de locaux, parce qu'on a des locaux partagés avec d'autres avocats, qui eux sont des avocats, on va dire, qui font du contentieux fiscal, du droit pénal des affaires, des choses comme ça. Et là, on retrouve une culture. Quand je dis on, c'est que c'était pareil pour mes associés. On retrouve une culture d'avocat où ça parle de trucs d'avocat, ça parle de ce qui passe au barreau, quoi. Alors que Même- toi, sinon, tu parles blockchain. Ah moi sinon ouais, enfin Blockchain et Bitcoin. je peux parler d'autres choses, hein, mais je parle pas de l'ordre, je parle pas Ouais. de barreau, etc., quoi. Ma deuxième question, c'est... Attends, mince, j'en ai laissé passer une entre les deux. J'avais une autre question, bon, peu importe. Ma deuxième question, c'est, t'as dit, donc ce troisième associé qui est venu pour faire du contentieux, ça représente pas grand-chose en termes de chiffre d'affaires, mais vous en avez besoin parce que vous avez ces soucis d'escroquerie. Et aussi un peu de pénal et des choses comme ça, ouais. Et donc d'autres sujets de contentieux. Comment vous avez géré ça en termes d'association? Du coup, ça représente pas beaucoup de chiffre d'affaires, mais vous en avez quand même besoin en termes de répartition. Enfin, je sais pas quel modèle vous avez choisi en fait entre vous. C'est très intrusif mes questions, j'en suis bien C'est contente. hyper intrusif, mais je pense qu'on peut y aller franchement parce qu'on n'est pas enregistré, donc c'est parfait. Non, mais en gros, sans rentrer dans le détail, mais en gros, on est quand même 2 associés temps plein qui sommes majoritaires. En gros, on représente l'immense majorité du capital à nous deux, et c'est quelque chose qui est relativement équilibré entre nous. Et l'associé qui est pour le coup ultra minoritaire, lui, la vocation, en fait, c'est un peu en fonction de l'investissement et de la charge de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est assez égalitaire. Je pense que c'est quelque chose parce que vu qu'on est parti de zéro, en fait, enfin quasiment de zéro, on n'avait pas de quoi se comparer, quoi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas, c'est pas comme, j'imagine quand on s'associe après 10 ans de bar, on se dit
moi je fais 150 000 euros de chiffre d'affaires, toi 90, je vais prendre en fonction d'eux, quoi. Nous, on est parti, enfin moi j'avais ma chemise sur les épaules, quoi, et je devais avoir 500 euros sur mon compte bancaire. Donc au moins c'était relax là-dessus, quoi. Mais voilà, en gros on est quand même les deux associés, donc le fiscaliste et moi, on est ultra majoritaire, quoi. Ok. À deux. Ok. Et Ensemble. donc dans les retombées financières, c'est pareil. Ouais, après Où vous vous dites. Enfin, je te pose la question parce qu'on en a parlé notamment avec Bernard Lamont, qui, alors lui, il est plus dans le droit de l'informatique, mais il parle de ça à un moment qu'une de ses associations a foiré pour une histoire de pas avoir pris un parti pris bien affirmé entre les deux modèles de répartition entre les associés et de rémunération entre les associés. Et du coup, je te pose cette question parce que j'ai pas mal de demandes d'auditeurs qui s'intéressent sur l'association et c'est, enfin, les trucs vraiment plus business. c'est un vrai sujet, mais je pense pas du tout être la bonne personne. Ok. Nous on a fait ça honnêtement ultra à l'arrache. Ok. Et comme je te dis, on avait rien, donc si tu veux, on a fait ça vraiment avec sur un coin de nappe. Voilà. Après, on n'est pas dans une logique ultra thune parce qu'en fait, on se développe. Là, typiquement, on vient d'embaucher un collab, etc. Donc on va pas avoir 100 000 euros de bénéfices à se répartir, quoi. Et je pense que s'il y a beaucoup de bénéfices à la fin de l'année, de toute façon, ça va être réinvesti. Donc on n'est pas du tout dans une logique. Nous, on se paye pas trop. On est très léger, quoi. Vous me faites penser à Parallèle Avocat avec Arthur Millerand que j'ai interviewé au tout début du podcast. Ouais. Lui, il a monté donc Parallèle Avocat avec Michel Legrand initialement. Et il y a beaucoup de choses qui me fait penser à... Enfin, il y a beaucoup de parallèles entre vos deux histoires parce que eux aussi sont très sur un secteur très vertical. Donc eux, c'est les plateformes collaboratives, Uber, enfin ces trucs-là. Et en fait, ils se sont forgés une expertise dans une zone grise en écrivant sur un blog sur des questions juridiques qui se posaient à une époque où la réglementation n'était pas faite. Et ils ont fini par s'associer et ils sont vraiment dans une logique, nous, on s'intéresse aux problématiques de nos clients, de l'économie collaborative juridique qui se posent. Et à partir de ça, on construit les services qu'on leur offre et sinon on sous-traite ou on les renvoie vers d'autres confrères. Bien sûr, mais nous on fait exactement ça aussi. Et voilà. Et donc ça me fait vachement penser à ça dans ce que tu me racontes. Et eux aussi sont dans une logique vraiment d'investir à fond dans leur cabinet dans le sens où voilà ils réinvestissent beaucoup. Enfin tu vois ils sont à donf là-dedans. Clairement, mais je pense que c'est enfin je sais pas si c'est une question de génération et tout. Après c'est vrai que quand tu te lances jeune, de toute façon au début bah déjà bêtement t'as pas des besoins financiers énormes. Après tu peux te dire je sors tout et puis je claque, hein, c'est pas le sujet, hein, mais et pourquoi pas, hein, chacun fait ce qu'il veut de son argent, quoi. Mais nous on n'est pas du tout là-dedans et je pense que comme parler avocat, d'ailleurs c'est marrant, le nom me fait penser à on n'a pas des noms genre O'Rourke, Trucmuche et compagnie, quoi, ou des noms genre un peu à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ce côté très marque, je pense. Quand j'entends parler avocat, je pense à une marque. Ouais, ben eux clairement ils investissent dans leur marque, dans leur image, voilà. Donc il y a un côté boîte, il y a d'ailleurs qui d'ailleurs doit être pas loin de l'esprit des clients. Enfin, on ressemble à des clients, hein. Nous c'est pareil, on a que des clients qui sont là en mode on veut créer une marque, créer un service, créer un produit. Et nous on a une approche très produit du cabinet avocat. On a créé une marque qui s'appelle Orwell. C'est une marque. Donc on investit dedans et genre d'ailleurs si moi demain je quitte le cabinet, Orwell continue et voilà et c'est pareil pour les associés, quoi. Et alors parlons-en de cette création de marque. Je te cuisine mais à 300% sur cette histoire de création du cabinet. Parlons-en de cette création de marque. Pourquoi Orwell? Enfin comment vous avez conçu votre marque? Comment vous la faites vivre? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Enfin Orwell, c'est très simple. C'est qu'en fait en gros on se veut comme un cabinet donc indépendant. Pour l'instant encore de petite taille, hein, très humblement, et un cabinet qui soit donc sur le secteur des nouvelles technologies, et un cabinet qui a une vision surtout, et c'est je pense ça qui nous différencie, c'est-à-dire on a une vision assez politique de la tech, qui est quelque chose, encore une fois, moi c'est ma vision, William O'Rourke, je parle pas au nom de mes deux associés, moi j'ai une vision très post-Snowden, quoi. C'est-à-dire que quand je vois et quand j'entends parler les avocats en droit des nouvelles technologies, surtout la génération qui s'est fait un nom dans les années 90-2000, même à la fin des années 2000, il y avait ce côté la technologie va changer le monde, l'avenir radieux de la technologie, quoi. Nous pas du tout, en fait. Pour moi la technologie c'est quelque chose qui est passionnant, c'est aussi un secteur où il y a beaucoup de bullshit et c'est un secteur où il y a beaucoup de dangers, en fait, en termes de liberté individuelle, etc. Et nous on voulait avoir ça, on voulait pas
vendre des prestats de droit pour des start-upers uniquement, ce qu'on fait, hein, et on voilà. Mais on voulait aussi être sur déjà sur des technologies qui ont une charge politique et une capacité à changer la manière dont on utilise notre temps et dont on vit, qui est réelle. Et là, je pense par exemple aux crypto-monnaies, mais ça peut aussi être bêtement, je sais pas, moi, par exemple, je trouve que par exemple les sites de rencontres, c'est un truc que je l'avoue, j'ai jamais utilisé de site de rencontre parce que j'avais pas Facebook, donc je pouvais pas m'inscrire sur Tinder. Mais voilà, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Ça change complètement la manière dont on rencontre les gens, notamment limite maintenant, tu sais, dans les bars, les gens ils se regardent plus entre eux, ils regardent leur portable pour matcher plutôt que de regarder les. Mais ça, je trouve ça 1000 fois plus intéressant que je sais pas, que le côté cafetière connecté ou frigo connecté un peu concon qu'on nous vend je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de bullshit dans cette technologie. Et moi, c'est vraiment un truc qui moi je voulais absolument mettre en avant dans la marque, donc dans le nom. Donc on a un design très noir et blanc qu'on essaye de faire. Le design, je pense, essaye de transpirer un peu ce côté genre on rigole pas avec la technologie. Après, on se prend pas au sérieux, mais ouais, ce côté ça peut être dystopique, quoi. Et il y a le côté Orwell, quoi, qui est une référence transparente à l'auteur. Et en fait, ça, moi, j'étais pas forcément au début, je voulais pas faire un truc, un cabinet qui s'appelait 1984. Je trouvais que ça faisait un peu bolos, quand même. Mais en fait, on a eu un long cheminement dont je vous passe les détails, mais en gros, on a une bibliothèque au cabinet avec plein de SF. On est passé par Asimov, Blade Runner et compagnie, etc. On trouvait des trucs sympas, mais à chaque fois, on se disait quand même, on a des clients, nos clients sont pas non plus tous fans de SF, quoi. Donc il y a un moment, tu te dis, je vais pas appeler mon cabinet R63212 C3PO parce que c'est genre le nom d'un robot dans une obscure nouvelle de je sais pas qui. Donc on est revenu en fait à 1984, quoi. Qui était un peu notre point d'entrée. En fait, en un moment, on s'est dit, chacun lit 1984, on essaie de trouver un nom de cabinet dans le livre. Et en fait, à la fin, on s'est dit, bah le nom c'est Orwell. Et Orwell, on peut pas l'utiliser parce que c'est un nom propre, c'est un nom d'auteur. Et donc on a juste enlevé un L et enlevé le E. Et ça fait Orwell. Les pirates. Non, mais après, moi, c'est ultra assumé, hein. Non, mais c'est bien, enfin, je dis pas que c'est mal d'être un pirate. Parce moi, je voulais que ma grande tante, quand je lui dise Orwell, elle voit à peu près qui est Orwell, quoi. Et il faut qu'une marque, ça va quand même s'adresser à tout le monde, quoi. Ok. Et alors, en parallèle, c'est clair, je trouve, le nom, quoi. Ouais. Tout à fait. C'est des noms qui parlent à tout le monde, quoi. Et du coup, vous avez des retours sur votre marque? Ouais, alors c'est la cata, c'est-à-dire qu'il y a, je plaisante pas, je pense qu'il y a même pas 20% des gens qui comprennent. Et donc voilà, donc c'est vraiment une cata, il y en a une bonne partie, enfin après il y a une bonne partie qui, moi en tout cas, me disent, ORWL, O'Rourke William, tes initiales à l'envers. Oh, ce qui est pas du tout ce qu'on voulait faire. Et moi en plus ça m'a emporté à fou avec mes associés, donc c'est parfait. Ça nous fait un bon sujet d'engueulade, genre ouais, tu voulais t'accaparer le truc. Ouais, au moment de séparation de l'association devant l'ordre et tout. Ça sera un vieux dossier qui va ressortir. Ça va ressortir, ça va être bien violent. Et il y en a même qui nous appellent Orlou. Enfin, qui essaient de prononcer le truc parce que le OR, le fait d'enlever la dernière voyelle, c'est un truc qui est assez courant dans l'univers web et startup et internet, quoi. Mais voilà, quand vous sortez de cet univers, vous retrouvez, je sais pas, sur un chantier pour un référé expertise, les gens ils disent il y a Maître William O'Rourke de Orwell avocat. Il fallait le prononce de manière transparente, quoi. Et donc là c'est un peu ça, c'est un bide, quoi. Ok. Et alors, ça fait quoi ce bide? Bah voilà, c'est tout, faut rester humble et faut continuer à ramer, quoi. Et je suis pas un communicant, quoi, genre après on peut pas être bon partout. Bah ça va, tu communiques plutôt pas trop mal. Mais ok, d'accord. Donc vous vous êtes pas dit on va changer de marque parce qu'en fait ça marche pas, Orwell. Non, parce que bon, faut assumer, quoi. Ok. Enfin, ça marche pas après, non, mais attends, faut nous laisser du temps aussi. Non, mais ça marche pas, le nom, les gens comprennent pas, enfin, tu vois, tu pourrais te dire que finalement ouais, tu changes. Ouais, mais je me dis, ils vont finir par comprendre. Ouais. La société va changer. La société va s'adapter à vous. J'espère. Non, ouais, franchement, c'est hyper compliqué de changer de nom, quand même. Enfin, même quand on est une toute petite structure comme nous, tu changes de nom de domaine, tu changes de site, tu changes tout ton design graphique, ton nom, tu préviens tout le monde, t'expliques à tout le monde. Moi, demain matin, on me dit, tu rechanges de nom, tu t'appelles ABCD avocat, c'est la panique, quoi. Ouais. Franchement. Non, mais je comprends. Si je devais renommer Fleur d'avocat, ce serait la panique aussi. Voilà. Et l'autre question. Alors, donc là, ça fait 2 ans. Ouais, c'est ça. Alors, ces retours d'expérience de 2 ans?
Bah, c'est Alors récent, attends, quand même. déjà, première question, parce que ça aussi c'est quelque chose qui m'est beaucoup posé. Comment vous avez fixé vos tarifs? T'es pas obligé de donner tes tarifs, mais comment Non, vous non, les avez fixés? mais je peux dire la vérité ou pas? Ouais. La vérité, c'est que les tarifs, il y a un côté, déjà, tu te compares. Enfin, c'est la règle de base, je pense, Et donc vous, vous êtes comparé à qui? C'est assez dur, hein. Moi, je me suis inspiré un peu de ce que j'avais vu dans mes expériences précédentes. Et moi, faut pas oublier que l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai été client d'avocat pendant 1 an. Et à haute dose, quoi. C'est-à-dire que j'étais sur tous les projets, j'avais toutes les propales, etc. Et souvent, en plus, maintenant, les clients font plein de propales, donc tu te retrouves avec chaque projet, 4 propales, 5 propales, 6 propales. Donc tu vois le truc. Après, tu te rends compte d'ailleurs que, enfin, qu'on est vraiment sur une matière humaine, parce que les propales, ça va de, enfin, moi, tu vois aussi le côté très psychologique de l'honoraire. Et ça, c'est un deuxième point, c'est que, moi, je me souviens des premiers rendez-vous que j'ai eus. Donc, je déjeune avec le directeur juridique d'une boîte assez costaud, dans le secteur. Genre, ils étaient 10 juristes, enfin, tu vois. Et, donc, ils me disent, parfait, bon, on va peut-être travailler ensemble, etc. C'est quoi ton taux horaire? Chose auquel j'avais jamais pensé de ma vie. Et moi, vraiment, j'étais en train de manger, genre, une moussaka, tu vois. Genre, on me dit ça, et genre, je me fais, ah ouais, d'accord. Et je crois que je lâche un truc, genre, c'est 400 € de l'heure. Et là, il éclate de rire, tu vois. Il me dit, non, non, mais t'es pas à 400 €, William, t'as 28 ans, t'es à 300, ou 300, c'est déjà bien, tu vois. Et, genre, enfin, tu vois, donc je me suis pris des petits taquets comme ça. Et comment t'as réagi? Bah, j'ai réagi, j'ai dit la vérité, j'ai dit non, mais j'en ai aucune idée, je balance 400, genre, Laisse-moi finir ma moussaka ouais, avec. franchement, cette moussaka est excellente, je te propose qu'on la termine. Et, je t'envoie un mail plus tard, voilà, après, genre, de toute façon, quand t'es avocat, voilà, et puis il y a un côté après, donc il y a le côté, tu te compares, il y a le côté psychologique, c'est-à-dire, enfin, quand je dis psychologique, c'est le côté qu'il y a des honoraires, il y a vraiment ce côté combien je vaux, quoi. Bah oui, c'est pour ça que je t'interroge dessus. Bah là-dessus, après, ça dépend de ce que tu fais, hein. C'est-à-dire que nous, on est sur un secteur de niche, enfin, la plupart de nos activités sont sur des secteurs assez spécifiques où les clients viennent à nous, donc sur les honoraires, on a une certaine liberté. Après, nous, on a fait le choix aussi délibéré de pas genre parce que, enfin, je reviens quand même sur l'origine du secteur. C'est un secteur, la crypto-monnaie, où c'est quand même un des seuls secteurs au monde qui produit son argent. C'est-à-dire que l'argent n'est pas genre j'ai levé des fonds. Enfin, c'est pas forcément j'ai levé des fonds ou j'ai eu un prêt à la banque ou c'est mes économies. C'est des types, ils ont un peu gagné au loto avec de la crypto-monnaie, quoi. Enfin, je caricature, mais en tout cas, nous, on est très souvent payé en crypto. On est payé en Bitcoin. Donc là-dessus, il y a beaucoup d'avocats. Enfin, nous, on a constaté qu'il y avait pas mal d'avocats qui se disaient, bon bah, client crypto, on fait x2, quoi, en gros, ou x3. Et on a vu nous, on a vu des clients qui nous apportaient des devis qui n'avaient, enfin vraiment, l'avocat avait rajouté un zéro, quoi. Et nous, on a toujours eu, on va dire, l'éthique parce qu'on y croit en fait. Parce que pour nous, c'est pas genre, on fait pas un coup dans la crypto. Moi, c'est un secteur dans lequel je pense bosser pendant 30 ans. Donc ça va peut-être pas marcher, hein, je ferai autre chose, hein, je deviendrai boulanger ou je sais pas quoi, mais moi c'est vraiment un truc auquel je crois et donc je me projette là-dedans. Donc quand tu te projettes quelque part, tu fais pas des tarifs au faciès, quoi. Tu fais un truc un peu cohérent. Et donc au final, nous on est sur un taux horaire qui a, je crois, 290 de l'heure, ce qui pour un cabinet d'affaires un peu spécialisé à Paris est pas du tout excessif, je crois. Bah non, j'allais te dire. C'est même, je crois, tarif droit des AF classique. Et parce qu'on a une clientèle, après c'est le tarif, on va dire le taux horaire, en fait, ça veut pas dire grand chose parce que on doit avoir 3% de nos missions qui sont au temps passé, quoi. Et même quand t'es au temps passé, en fait, t'adaptes, quoi. Tu factures pas tout ce que tu fais pas tout ce que tu factures. Et alors, du coup, si vous avez 3% de vos missions qui sont au temps passé, le reste c'est du forfait. Ouais. Et vos forfaits, comment vous les avez planchés? Bah, tu le planches au début au pif, hein. Enfin, genre, faut assumer, hein, genre, et on est tous Non, passés mais c'est par pour là. ça que je te pose la question. C'est Ah non, parce que j'ai beaucoup de questions d'auditeurs qui Enfin, au pif, s'interrogent sur comme ça. Et genre, voilà. t'imagines, moi, le seul conseil que je donnerais, c'est que au début, tu te sous-estimes énormément. Alors, le truc, c'est qu'au début, t'as pas de charge. Donc moi, tu vois, au début, j'avais 0 charge quasiment. Donc en fait, même si j'étais à 50 € de l'heure à la fin de la mission, je margeais quand même, tu vois. En plus, au début, t'as des cotisations faibles, etc. Faut bien partir du principe que quand t'as un loyer, des collabs à payer, et que t'es en charge normale, bah tu peux pas te permettre d'être à 150 € de l'heure, quoi. Et Donc faut augmenter les forfaits, quoi. C'est ce que je dis, quoi. Ouais, mais alors du coup, ma question qui vient, c'est, je viens parce que je me nourris moi aussi, c'est comment tu fais? Est-ce que tu prends en charge tu prends en compte le fait que t'as pas de charge et ensuite, quand t'as des charges, bah t'augmentes tes forfaits? Ou est-ce que dès que tu t'installes, enfin dès que tu commences,
tu te dis, enfin rétrospectivement, hein, je te demande ça, il n'y a pas de vérité absolue, mais ton avis, ou est-ce que tu conseillerais plutôt que finalement, dès que tu te lances, tu fais comme si tu avais des charges pour pas t'habituer ni habituer tes clients au fait que en fait là tu sous-évalues ta prestation. Non, mais alors déjà, non, mais déjà, je pense que c'est très dur de faire semblant. Enfin, parce que tu fais déjà semblant au début, donc même quand t'as pas de charge, faire semblant d'avoir des charges, ça, je trouve ça absurde. En plus, faut pas oublier qu'au début, t'es quand même moins bon, donc tu mets plus de temps pour faire des trucs, etc. Tes clients seront pas les mêmes 2 ans après. Enfin, bon, donc voilà, en fait, moi, j'ai pas de encore une fois, j'ai pas de conseil à donner. Il faut être très humble. Moi, je pensais que j'allais être un super, enfin, pas un super avocat, mais que j'allais être un avocat qui allait avoir une manière très différente de pratiquer. En fait, tu te rends compte que ce que tu vis, les autres l'ont vécu avant toi, et que s'ils font comme ils font, c'est qu'il y a une raison. Ouais, je dis pas qu'il faut prendre tel quel le modèle des avocats qui ont 30 ans de barreau, hein. Loin de là, mais faut être humble, quoi. Tu Franchement, faut penses être à un super truc humble. où tu t'es dit là-dessus je suis différent et en fait tu te rends compte que non? Il y a un... Mais plein de trucs sur le modèle de facturation. Nous, par exemple, on était hyper attirés par le fait d'avoir une facturation qui soit, nous, notre obsession, c'est de facturer ce qui a de la valeur aux yeux du client. Donc, c'est-à-dire, mais en fait, c'est hyper dur. Parce que tu sais pas forcément ce qui a de la valeur, mais je prends un exemple, tu vois, t'as une affaire pénale. T'accompagnes un client au commissariat je sais pas, pour déposer plainte, etc. Pour lui, ça a une valeur qui est inestimable parce qu'il flippe. À l'inverse, tu fais une recherche qui te prend 3 heures, obscure, pour un vieux truc, tu lui dis j'ai passé 3 heures à chercher un point de droit pour répondre à votre mail, il va pas comprendre, tu vois. C'est pour ça, l'important, c'est de pas faire ce que tu factures pas de ce que tu fais. C'est la clé. C'est-à-dire que on te pose une question, t'achètes un bouquin chez Giberjeune pour répondre à la question, tu vas pas facturer le bouquin, quoi. C'est évident, tu vois, le client va te dire non mais attends, j'ai pas à payer ton incompétence, tu vois. Et à l'inverse, il y a des trucs qui, je sais pas, nous par exemple on fait beaucoup d'accompagnement devant des régulateurs, bah ça, c'est un prix énorme devant le client. C'est-à-dire que le client, vraiment, tu peux être enfin, je dis pas qu'on le fait, hein, mais genre, enfin, j'imagine que t'as des avocats qui sont à 3 000 € de l'heure, tu vois. Parce que devant un régulateur, le client, il a peur, il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'avoir une espèce de type à ses côtés qui le comprend, qui le défend. Et ça a de la valeur. À l'inverse, il y a plein de démarches qui sont hyper longues, chronophages, etc. Et que le client veut pas payer, en fait. Donc, faut essayer d'équilibrer. Après, voilà, encore une fois, c'est hyper dur et ça se fait vraiment avec l'expérience. Et même quand t'as de l'expérience, en fait, je pense, tu prends des voies. Enfin, moi, je l'ai vu en travaillant avec des avocats qui sont beaucoup plus expérimentés que moi. Voilà, tu prends des voies qui sont pas forcément les bonnes. Enfin, tu vois, donc. Oui, t'es obligé de te tromper Ouais, à un moment pour ajuster. T'as une histoire de trucs où t'es pas allé dans la bonne direction, dans la bonne J'en voie? ai 1000 des propositions d'accompagnement où je me suis complètement planté. Genre, le client m'a envoyé un mail en mode vraiment pouce en l'air, mais adieu, quoi. J'en ai 1000. Au début, nous, en plus, on a eu aucune collab, quoi. Donc, on était vraiment sauté sans parachute, quoi. Et donc, on en a eu plein. Après, Et alors, comment tu les vis? bah, nous, bien, parce que, on s'y attendait, honnêtement. Et voilà, et après tu te demandes, moi ce que je fais, voilà, ça, à la limite le côté positif du truc. Tous les clients que j'ai paumés bêtement au niveau de la négociation, etc. Il y en a eu plein et ça a été. En plus, nous, ce qui était terrible, c'est qu'on avait des clients, ils nous disaient mais on veut bosser avec vous, quoi. Mais par contre, genre vos propals, c'est pas possible, quoi. Et donc quoi, tu l'as revoyé ta propale? Non, parce qu'il y a un moment, il choisit, t'es en concurrence. Enfin, t'es en concurrence avec 4 cabinets, hein. Donc c'est pas non plus en mode à la cool, genre tu peux pas genre dire bon. Je sais pas si le client. Pardon, si le client il te dit mais en fait en plus moi j'ai envie de travailler avec vous donc votre propale elle me fait chier parce que si elle avait été différente je vous aurais pris vous quoi. Moi je me suis pris 50 fois la remarque du style vous êtes ceux qui au premier abord en tout cas comprenaient mieux la technologie parce que c'est vrai qu'on a un background genre très techno. Moi j'ai bossé dans mes expériences précédentes j'étais avec des développeurs dans le même bureau qu'un développeur donc c'est à dire que j'avais une culture et une compréhension de comment ça marchait qui était je pense, et de manière très logique, et c'est pas du tout une question, enfin, moi, je m'en gargarise pas, mais je comprenais comment ça se passait, parce que voilà, enfin, il y a pas de mal à comprendre un truc. Et par contre, il me disait, mais par contre, sur le plan de vos pricing, etc., on comprend pas, quoi. Parce qu'en fait, on faisait, au début, on se trompait un peu et tout. Aujourd'hui, ça nous arrive beaucoup moins. Hein. Même plus du tout, en fait. Sauf, parfois, mais ça, c'est quelque chose qui arrive à tous les cabinets, c'est quand tu te retrouves dans une autre catégorie. Quand on a, je sais pas, un client étranger. Quand t'as un client chinois qui demande une propale. T'as un client américain qui demande une propale. Là, tu te retrouves, t'es sur un autre monde, tu vois. Donc là, tu te plantes parfois un peu probablement bêtement. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que là, dans ce cas-là, moi, ce que je fais, c'est que j'appelle le client et je lui dis, écoutez, je me suis planté, je vous souhaite tout le meilleur avec le cabinet que vous avez choisi et ça me va très bien. Par contre, expliquez-moi ce qui va pas.
Et en fait, les clients le font, la plupart du temps. Et là, tu comprends, tu vois. Et moi, j'ai plein de clients, et les clients, un jour, il m'a dit, je comprends pas, vous me mettez des forfaits, vous me dites pas le nombre d'heures. Donc, je vous prends pas. Parce que l'autre cabinet, ils ont dit que c'était un forfait avec un nombre d'heures. Ce qui est absurde, hein. Ce qui est logique, parce qu'en principe, le forfait, c'est 100 heures, quoi. Ouais, c'est un faux, Et j'étais là. c'est le faux forfait, hyper pratiqué par Ouais. les cabinets. Et en fait, lui, ça le rassurait. Et donc, je me suis dit, d'accord, quoi. Ok, la prochaine fois, je ferai un truc dans le style, je peux préciser les heures dans le mail d'accompagnement, quoi. Je te mets un nombre d'heures, quand bien même je les respecte pas, toi t'es content parce que t'as tes heures qui te rassurent. Mais parce qu'il se disait, c'est moins à la louche, quoi. Parce qu'il y a des clients qui ont peur de se faire, Ok. tu vois, de se faire. Bon voilà, c'est le genre d'expérience, quoi. Mais moi, en gros, j'appelle à chaque fois, dès qu'il y a un problème avec un client, de toute façon, faut appeler, faut lui dire, écoutez, voilà, on vous a perdu. Enfin, nous, on a heureusement rarement perdu de clients, mais en tout cas, les clients qu'on n'arrive pas à avoir, on les appelle et on leur dit, bah dites-nous, enfin, qu'est-ce que vous aurez aimé, quoi. Et honnêtement, la plupart du temps, ils te le disent, quoi. Mais tu vois, je suis contente de t'avoir posé cette question parce que ça, c'est un super tip. Faut vraiment, ouais, non mais faut C'est un vraiment. super conseil. Il y a ça, il y a un deuxième conseil aussi, parce que moi, donc encore une fois, on s'est lancé très vite, assez fort, parce qu'on a eu très vite des clients et des gros clients. En plus en ayant peu d'expérience. Et la chose qu'on a fait et qu'on continue à faire et qu'on fera probablement pendant encore pas mal d'années, c'est qu'on appelle des avocats qui ont 20 ans de barreau, qui nous inspirent un peu, et on déjeune avec eux. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils acceptent tous. C'est-à-dire que tu leur dis bonjour, j'adore ce que vous faites. Enfin, tu vois, tu trouves un truc d'accompagnement, tu dis voilà, moi j'ai lancé mon cabinet. Alors il y a un truc qui est très discriminant, c'est qu'en fait un associé d'un cabinet va être sympa avec un associé d'un cabinet, même si l'associé du cabinet a l'âge de son collab, tu vois. Tu sais, il y a ce côté très aristocratique entre associés, tu vois. Ouais. Et donc tu les appelles, tu leur dis ouais, j'ai monté mon cab. Ouais, en plus, puis je suis dans mon secteur. T'es dans un secteur un peu voilà. Ouais. Et là, nous on fait ça régulièrement et en fait on apprend plein de trucs, quoi. Ouais. Parce qu'ils t'expliquent comment ils gèrent leur cabinet, comment eux ils ont fait pour eux percer à leur époque. Et ça c'est hyper intéressant et c'est un truc qu'il faut généraliser, quoi. Mais moi ça fait partie des trucs que j'essaye de faire avec Fleur d'Avocat, mais tu vois, la semaine prochaine je vais diffuser l'interview de Éric Morin, qui est un pénaliste assez connu. Et lui, c'est exactement comme ça en fait, il était étudiant, il avait un sujet en TD à traiter, et il a appelé un avocat qui était un grand ponte de la question, à l'époque c'était l'annuaire, tu vois, il a appelé, il se trouve que l'avocat était pas en ligne rouge, et il a dit, voilà, est-ce que je pourrais parler à maître machin ah bah oui, je vous le passe. Et puis en fait, le mec lui a donné son avis sur ce qu'il avait prévu de mettre dans sa disserte. Et ensuite, il l'a recroisé en conférence et il lui a dit, ah, c'est moi qui vous avais appelé, gna gna gna. Et bref, ils sont restés en contact de telle manière qu'ensuite, il a fait son stage chez lui, il a été pris en collab chez lui et il se trouve que c'était, il se trouve que c'était un ténor du barreau. Et en fait, le seul truc qui a fait qu'il s'est retrouvé chez ce type, et en plus, il a été mentoré, pendant longtemps, au-delà de la collaboration. C'est que à un moment il a pris son téléphone pour appeler un mec pour avoir son avis sur une disserte qu'il devait rendre pour un TD. Enfin, on est quand même dans un niveau d'alu de ouf. Pas du tout, hein. Et moi je passe mon temps à dire aux gens, parce que je le fais pas mal et il se trouve que je le fais ne serait-ce que pour Fleur d'Avocat, mais en fait les personnes que vous admirez ou dont vous voulez vous inspirer, juste, mais écrivez-leur, appelez-les, il est fort possible qu'elles soient vachement plus accessibles que vous ne le pensez. En fait, je pense que la clé, c'est c'est d'avoir une bonne raison de le faire et d'être sincère. C'est-à-dire que moi, je vais pas appeler Dupond-Moretti pour tel bout de gras avec lui, quoi. J'imagine qu'il a autre chose à faire et j'ai en l'occurrence, tu vois, c'est pas mon truc. Voilà. Même s'il est sur des grandes affaires. Mais c'est juste que quand je repère un avocat qui fait un truc intéressant, tu vois, qui, voilà, et à partir du moment où ça m'intéresse, c'est un lien avec ce que je fais. Donc en fait, ça se fait naturellement. Et que je le contacte très sincèrement. Alors je dis pas, ils répondent pas tous, hein, mais tu vois, mais tu le fais. Moi, j'essaie de le faire une fois tous les 2 mois, quoi. Tu vois, faut le faire tous les 2-3 mois, tu vois, je les appelle, je dis voilà, franchement, nous, on serait ravis de déjeuner avec vous et souvent ça marche, quoi. Mais moi, je suis persuadée que les personnes ont un vrai plaisir à transmettre. Ouais. Tu vois, transmettre ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont traversé, leurs galères, tu vois, à se dire que ça sert aussi aux jeunes et tu vois, il y a quand même un plaisir aussi altruiste à juste aider les gens à émerger, quoi. C'est clair. Et surtout, je pense, quand t'as de l'expérience, ouais. Quand t'es monté un peu, quand t'as mené ton petit bout de chemin et tout, nous c'est ce qu'on constate quand on les rencontre, c'est que ils sont hyper contents de parler avec des jeunes et voilà, ils sont comme tu dis, ils sont vraiment dans la transmission, quoi. C'est-à-dire que eux, c'est bon, quoi. Leur carrière, ils l'ont faite, ils sont plus
comme nous ou comme certains jeunes avocats qui sont un peu, tu vois, genre à regarder à qui tu parles un client, ouais. Oui, ou tu vois, enfin, qui sont dans une logique de croissance et un peu d'ambition, tu vois, dans le bon sens du terme, tu vois. Eux, ils sont, tu vois, moi, c'est ça que j'adore avec eux, quoi. C'est que les types, ils te reçoivent, ils disent, moi, c'est bon, tu vois, dans 10 ans, je suis plus là, tout baigne, tu vois. J'ai fait mes preuves, je suis là pour discuter tranquillement de sujets qui vous intéressent, quoi. Et il y a un avocat, un conseil qui t'a été donné comme ça, qui vaut un peu de l'or dans ton parcours? Tu penses à une personne qui t'a donné un conseil? Je pense à une personne, je dirais pas son nom parce que je suis pas sûr qu'il serait d'accord, mais c'est un pénaliste, qui est pas spécialement connu d'ailleurs, mais bon bref, c'est un pénaliste que j'avais rencontré juste après ce déjeuner où je m'étais pris un scud sur mes tarifs, tu vois. Ouais. Après la moussaka. Juste après la moussaka et le non, William, ton taux horaire n'est pas celui-là, tu vois. Et donc je l'avais rencontré et on avait déjeuné ensemble et donc lui pareil, tu vois, il avait je sais pas, il devait avoir 25 ans de barreau et il faisait du pénal IT mais genre depuis très longtemps, il était sur les affaires les premières affaires en 80 entre 95 97 de 99 sur tout ce qui était éditeur, hébergeur de données, etc. Et lui, il m'a donné un conseil que j'essaie de mettre en pratique, qu'on essaie de mettre en pratique d'ailleurs, et qui est un bon conseil, je pense. Il m'a dit là, t'as deux choix. Si tu veux. Là, donc moi à l'époque, j'étais donc au CDAP boulevard de Sébastopol avec un loyer à 99 € par mois, tu vois, genre léger, tu vois. Je débutais tout juste, quoi. Et il m'a dit bon, t'es sur un secteur qui marche bien. Tu vas a priori te débrouiller, etc. et tout, monte ton câble, etc. Et il m'a dit très vite, dès que tu peux, en fait, il m'a dit dès que tu commences à gagner un peu d'argent, genre dès que tu commences à sortir, je sais plus les chiffres qu'il m'a donné, mais il m'a dit dès que tu sors, genre à l'époque ça devait être, non mais c'est vrai parce que nous on est trois, mais en gros il m'a dit si t'es seul, à partir du moment où tu sors 8 000, 10 000 par mois, genre tu te prends ton loyer rapido, tu te prends un loyer, tu te fixes, parce que faut avoir une base, etc. Tu peux pas rester comme ça, tu sais, genre entre le CDAP, les restaurants et aller tout systématiquement chez le client et tout. Tu te prends des locaux et après très vite il me dit tu te prends un collab. Et il m'a dit tu te prends un collab dès que tu peux. Et tu me dis surtout t'attends pas, tu restes pas seul en disant je vais gérer, parce que c'est vrai qu'être seul c'est confort, hein. Tout ce que tu gagnes tu l'empoches, tu vois. Mais il m'avait dit tu le prends parce que ça va te structurer en fait. Il va dire avoir quelqu'un à gérer, ça va t'obliger à te structurer, à structurer tes coûts. Et là, tes honoraires qui aujourd'hui n'ont aucun sens vont prendre du sens, tu vois. C'est-à-dire que tu seras là en type, je donne 4 000 € brut par mois pour tant d'heures. Bah, là, j'estime qu'il y a tant d'heures sur cette mission. Et genre, en comptant les charges du cabinet, etc. et tout, tu vois. Et ça, c'est un conseil que nous, on essaie de mettre en pratique, tu vois. C'est, en fait, l'idée, c'est de dire, genre, si tu veux, alors ça dépend de ta philosophie, hein. Tu peux vouloir être un indépendant seul à ton compte et tout. Moi, j'en connais un certain nombre et ça se passe très bien pour eux. Oui, mais vous voulez grandir comme marque et comme entreprise. Voilà, donc, si tu veux grandir, faut pas attendre trop longtemps avant de. La morale, c'est qu'en fait, il y a un côté presque, faut penser de manière inverse, tu vois. C'est-à-dire, c'est parce que j'investis que j'ai du temps pour acheter des clients et que je peux monter en gamme, tu vois. C'est pas genre, je monte en gamme et une fois que j'ai le gros client, je prends des collabs, tu vois. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, t'y arrives jamais si tu fais ça. C'est marrant, j'ai un peu fait ça. Alors, je suis pas du tout à ton niveau, mais j'ai un peu fait ça avec Fleur d'Avocat. J'ai un peu fait ça avec Fleur d'Avocat parce que j'ai un peu fait ce pari de, tu vois, j'ai pris un prestataire de site internet. Alors ça me coûte pas énormément d'argent, mais il y a plein de personnes qui font leur site en se disant, ben oui, je prends, tu vois, Wix ou je sais pas quoi, Squarespace et ça, j'ai pris des avocats pour m'aider sur Fleur d'Avocat parce que j'avais pas envie de m'occuper du corporate et de l'API et enfin, tu vois. Ouais, bien sûr. Et en fait, je me disais, bah, ça va aussi me forcer à ce que ça marche. En fait, d'une certaine manière, je me suis dit, bah, en fait, comme je mets des billes dedans, et que, bah, c'est des billes qui me coûtent cher parce qu'elles me coûtent cher pour le moment, tu vois, c'est pas rentable. Ouais, bien sûr. Et ben, du coup, tu vois, ne serait-ce que par orgueil, il va falloir que mon truc, il marche. Parce que j'aurais mis des billes dedans. Et du coup, faut que je me démerde pour que ça marche, tu vois. Et le fait de faire ces investissements et de structurer, ben, ça m'oblige à penser, tu vois, c'est pas juste un passe-temps, c'est aussi un truc qui doit fonctionner, qui doit devenir rentable, qui doit, voilà. Et donc, alors j'en suis pas au niveau où je suis rentable, mais en tout cas, ça a fait partie, je pense, des trucs dans ma tête où je me suis dit, ben, comme je me suis engagée, avec des avocats, avec un site, avec, je sais pas quoi, et ben, voilà, c'est pas un jeu, c'est mon entreprise. Et donc, je m'investis dedans comme mon entreprise qui doit fonctionner. Donc voilà. Mais je trouve ça hyper contre-intuitif. Moi, je me souviens quand j'étais seul, enfin, si tu veux, CDAP, t'es à 99 € par mois pendant 6 mois. Donc, en fait, tu prends ça, ton pass Navigo, bon, ton loyer perso, etc. Mais en gros, si tu veux, genre,
moi je me souviens à l'époque je sais pas, peut-être à 100 € de l'heure, je commençais déjà à marger, tu vois. Enfin, ce qui a pas de sens, tu vois, genre, enfin, ça a pas de sens si, ça a du sens, mais c'est pas, et en fait, le fait de te charger, ça t'oblige aussi, et ça te libère du temps aussi. Parce qu'il y a ça aussi, c'est une activité d'avocat aujourd'hui, je pense, quelle qu'elle soit, si tu veux grossir, en tout cas, si c'est ton ambition, genre, faut publier, faut faire du commercial, participer à des événements, organiser des événements, etc. Et en fait, très vite, tu te retrouves avec un temps qui est à 50% de autre, tu vois. Surtout en plus quand tu gères, alors quand tu commences à avoir des collaborateurs, une comptabilité de boîte à gérer, etc. Moi en plus c'est pas du tout ma cam, tu vois. Donc j'y passe un temps encore trop important. Et ben en fait c'est ce temps-là et le temps commercial au sens très large du terme, faut te le libérer, tu vois. Parce que très vite à un moment ça marche, tu fais rentrer les dossiers, faut les traiter. Tu peux pas genre faire rentrer les dossiers, tous les traiter les trucs qui ont aucune valeur ajoutée et genre et donc voilà, ça c'est un conseil que cet avocat m'a donné et que je trouvais assez bon, surtout qu'encore une fois c'est un conseil que je trouve c'est quelque chose qu'on entend pas du tout. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Alors je sais pas si c'est parce que je suis biberonnée au podcast d'entrepreneurs ou quoi, mais c'est vrai que moi assez rapidement je me suis dit mais en fait ma valeur ajoutée elle est pas à passer 4-6 heures à essayer de comprendre comment est-ce que je peux faire en sorte que mon site internet ressemble à ça. Enfin, tu vois, en fait, moi, je suis pas geek pour dessous, ça me saoule, j'ai même pas envie de monter en compétence là-dessus. Et je me suis dit, bah, en fait, non, là, c'est pas sur ça que j'ai envie de mettre de la valeur ajoutée, c'est pas sur ça que j'ai envie de me construire et tout. Donc en fait, voilà, je prends ce prestataire parce que ce temps-là, je peux le passer à lire des bouquins qui vont me servir à construire cette formation et à monter en expertise sur les sujets sur lesquels, ben, je vais pour le coup vendre des prestats. Et donc enfin c'est sur un autre sujet que le sujet du droit, mais je suis d'accord avec toi. Et à faire la com qui pour le coup un peu plus naturellement me vient bien, enfin les podcasts, les trucs, les machins quoi. Et la com que tu peux pas déléguer en plus. Et que je peux parce que les gens veulent t'écouter toi, tu vois, ils veulent pas. Bah j'espère en tout cas. mais oui, je pense effectivement. Et pour la compta, c'est pareil. Je suis nulle en compta, ça me saoule. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il faudrait que je m'occupe de ma compta. Mais voilà, non, mais je suis d'accord avec toi. Et du coup, alors parlons de cette histoire de toi, cet aspect plus voilà, événement, tout ça, ça te plaît? C'est des trucs que tu kiffes? Bah, c'est des choses qui nous plaisent énormément déjà parce c'est quelque chose chez Orwell, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Peut-être, alors encore une fois, parce qu'on est dans un milieu où c'est important, pour le meilleur et pour le pire, qui est ce milieu un peu tech et tout, où t'as une grosse mise en avant sur la com, parfois que de la com malheureusement, mais nous c'est quelque chose qu'on voulait vraiment faire, et on a une communication qui est une communication de contenu. Enfin, on essaye en tout cas de pas être trop dans un truc de la com, corpo hyper froide avec zéro où t'apprends rien, tu vois. Genre Orwell avocat a fait ci, Orwell avocat a fait ça. Je pense que les gens vivent très bien sans, tu vois. Par contre, nous on essaye d'avoir des blogs. Donc on a un blog pour le cabinet, on a un blog pour notre activité blockchain, qui s'appelle donc Legal Chain. C'est une newsletter qu'on a transformée maintenant en blog parce qu'on commence à avoir des dizaines d'articles. Et là, donc cette newsletter qui aujourd'hui est un blog, c'est un article par mois qu'on écrit sur un sujet et on essaie d'aller un peu loin juridiquement. C'est pas juste pour info Facebook lance une crypto, c'est genre juridiquement il y a 3 obstacles ou alors là bon. Et vraiment c'est dingue à quel point ce que vous faites ressemble à ce que fait Arthur Millerand. Enfin maintenant ils sont plusieurs, ils sont plus que mais Parallèle Avocat. Ils ont créé une revue qui s'appelle Third et tous les 3 mois ils sortent une revue sur un sujet lié à leur secteur. Et en fait, ils font vraiment une étude approfondie. Voilà, ils font du lobbying en fait sur la réglementation applicable à leur secteur. Ils font un décryptage avec des interviews, avec des analyses juridiques hyper techniques. Enfin, donc ça me fait penser à ce que, enfin vraiment sur le contenu. Mais en fait, contenu informatif, voilà. Ouais, c'est une stratégie que je ne peux que souscrire. Non, mais c'est une stratégie en termes. Après, nous, on n'a pas été jusqu'à la revue parce qu'on n'a pas non plus Déjà, je pense que eux, tu m'as dit qu'ils étaient sur le collaboratif. Il y a quand même nettement plus d'activités. C'est plus gros, tu vois. Non, mais peu importe que ce soit revue, newsletter. Mais en tout cas, ce que je souligne, c'est quand même cet effort de pas juste faire du contenu en mode ah bah tiens, il y a tel nouveau décret qui est sorti et on vous décrypte en 2-2 ce que dit le nouveau décret. Nous, c'est des articles mais vraiment de fond, des trucs de fond. Et c'est là où peu importe que ce soit trimestriel, mensuel, une revue avec plusieurs articles ou juste un article de fond. Enfin,
Mais l'idée reste celle de, je fais avec vraiment du contenu, du vrai contenu qualitatif, pas juste pour faire du contenu pour faire du contenu pour avoir une présence. Non, mais moi, ça, c'est quelque chose que j'ai appris chez Blockchain Partner, parce qu'ils sont pour le coup très forts en contenu. C'est-à-dire, c'est de l'analyse. Donc, c'est jamais faire un truc genre tel décret est sorti. Et ça, typiquement dans mon secteur, et je trouve que même en droit, il y a beaucoup de cabinets qui font ça. C'est-à-dire, il y a la LOPA qui est sortie, on va prendre le chapitre sur les CAC, les commissaires aux comptes, et on va faire voilà ce qui se passe avant, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est super, mais en fait, aujourd'hui, ça vous a pas échappé qu'aller chercher de l'info juridique, il y a 200 000 juristes qui peuvent le faire et ils le font très bien, tu vois. Nous, on est vraiment dans un truc où il y a de l'analyse, c'est-à-dire pourquoi c'est passé. Donc pour ça, ça demande plus de boulot, hein, parce qu'il faut être là avant, faut être là après, faut essayer de comprendre faut aller lire les débats parlementaires, faut participer aux débats parlementaires si tu as l'occasion de le faire. Nous, on a la chance de pouvoir le faire dans le secteur blockchain, parce qu'on est membre d'AssauPro, etc. Donc on a une activité de lobbying, au sens intéressant du terme. Et il y a toujours aussi prendre un parti, quoi. Moi, je supporte pas les articles où c'est là je prends un truc au pif, on a supprimé les notaires. Voilà. C'est genre non, c'est genre tu dis c'est passé ça et t'es pour ou t'es contre, tu vois. Mais les gens ils veulent surtout aujourd'hui, je pense, ils veulent parce que du contenu, il y en a plein hein, et sur tous les sujets. Hein. Mais avoir un truc où tu quittes d'ailleurs, moi c'est un autre mentor qui m'a dit ça. Il m'a dit quand tu vaut mieux avoir 10% de ton secteur qui t'adore et 90% qui te détestent que d'être dans le ventre mou, tu vois. Ça n'a aucun intérêt. Mais dit, si t'es dans le ventre mou, tu te feras challenger, tu te feras bouffer, etc., tu vois. Je parle en termes de com, hein. Mais je te regarde un peu bizarrement parce que j'ai écrit cet après-midi un article sur, il sera publié d'ici que je publie ton épisode, mais sur pourquoi est-ce que les avocats acceptent des conditions de travail inacceptables. Et voilà. Et je me suis un peu emportée et je me suis demandé en le finissant si j'étais pas allée trop loin dans le truc. Et bon, je me dis vas-y, advienne que pourra, au moins. Non, mais Allez. Sur le statut des collabs, faut y aller franchement, tu vois. Soit moi j'aime deux camps, hein. C'est le camp des libéraux hardcore, en mode marche ou crève, et puis si t'es pas content, crée ton cap, tu vois. Et pourquoi pas, hein. Genre c'est une doctrine qui moi je la trouve logique, hein, elle s'entend. Et à l'inverse dire il y a un problème. Aujourd'hui il y a la majorité des avocats en droit des affaires, en tout cas. Je parle pas des secteurs contentieux et tout, mais qui sont en fait des consultants. Sauf qu'ils ont pas la protection du travail, le droit du travail. Ils ont des conditions de travail dégueulasses. Ouais. Il y a des problèmes en plus, on imagine, de harcèlement, de choses comme ça, parce que encore une fois, on est dans un truc un peu à l'ancienne et tout, et c'est scandaleux. Bon, là, on s'éloigne de notre sujet, mais en tout cas, tout ça pour dire que voilà, je partage avec toi le fait d'avoir un positionnement, d'assumer ce qu'on dit, et puis au pire, il y a plein de personnes qui te détestent. Et l'avantage c'est que les auditeurs du podcast en général m'aiment bien. Sinon ils m'écoutent pas pendant 1h30 blablater avec un type. T'auras peut-être une petite baisse après ça. Ouais, je verrai. Qu'est-ce que j'allais te dire? Et du coup, vous avez pris un collab? Ouais, on a pris un collab. Et comment ça se passe? Nous, ça c'est, alors déjà, là, actuellement, il est en formation. Il a commencé il est très jeune, en première expérience, encore une fois. Il a commencé il y a un mois, ça se passe bien. On sent qu'il est relativement passionné par notre sujet, parce c'est lui qui a postulé. On n'a pas du tout communiqué encore, hein, on n'a pas du tout communiqué pour embaucher quelqu'un. C'est juste qu'il est arrivé au bon moment, au bon endroit, quoi. Donc il a toqué, il était dans un projet blockchain qui nous intéressait, pour lequel on travaille. Il voulait bosser pour ce projet. C'était un truc très particulier, encore une fois. C'est-à-dire que en gros, il voulait bosser sur un sujet qui est traité par un de nos clients, qui est le sujet de la justice à l'aide de la blockchain. Donc comment créer des mécanismes de résolution des litiges avec la blockchain. Bon, je rentre pas dans le détail. Le projet en l'occurrence s'appelle Kleros et c'est un projet blockchain. Et lui voulait bosser là-dessus, et nous on est leur avocat depuis le début. Donc il est venu chez nous parce que voilà, c'était l'occasion de travailler sur ce projet à travers le métier d'avocat, quoi. Et donc nous ça nous a plu, voilà. Donc on revient sur cette histoire de curiosité naturelle pour un endroit, et qui fait qu'après il y a des opportunités qui se font, et voilà. Ouais, bien sûr, il y a quasiment pas eu de, si, il y a quand même eu un entretien d'embauche qui était lunaire d'ailleurs, parce que sûr, on n'était pas du tout prêt à... T'étais à la bourre et t'as ramené une bouteille de vin et tu lui as dit... Limite, franchement, non, mais c'est pas, tu vois, on a encore un cabinet genre assez jeune, assez
c'était un entretien, on parlait de blockchain, quoi. Ça avait aucun sens, quoi. Donc c'était cool. Et au D'un final, côté, vous avez parlé du principal finalement. on a parlé du principal, et moi surtout, je pense que après, je dis ça, ça sera pas vrai toujours, et un jour ça va me retomber dessus, mais moi je pense que il y a un gros aspect psychologique dans un rapport dans un rapport de collaboration. C'est-à-dire si tu si tu fais confiance à la personne, si tu la formes bien. Surtout nous en plus on l'a pris en enfin bref, non mais si tu le formes bien, si t'es Vous l'avez pris en, non, ça m'intéresse. on l'a pris en CDI. Donc en plus il y a pas ce côté il va se barrer avec notre clientèle, tu vois. Qui est pas un problème, moi c'est pas du tout ça, mais j'entends que Ce qui peut être une stratégie, parce que j'ai parlé au téléphone avec un avocat qui m'a dit, bah non, nous en fait on a monté notre cab et on a pris un collab, mais en fait on l'a pris en CDI, non, on l'a pris en avocat salarié parce que voilà, on voulait pas s'emmerder avec cette histoire de statut d'avocat collaborateur, avec toutes ces zones grises en termes d'horaire, de trucs de machin, de clientèle perso, puis comme ça ça nous pose pas de problème en termes de qui partent avec notre clientèle et voilà. Donc ça peut aussi être une raison et après tout, enfin je veux dire, moi il y a pas de bonne ou mauvaise raison tant que tu prends une vraie décision et que ensuite ta stratégie tu la déroules. À la limite, je préfère que ce soit honnête et affiché et voilà. Mais en tout cas, vous c'est pas comme ça que ça s'est fait. nous c'est pas ça parce que partir avec la clientèle honnêtement, aujourd'hui c'est pas du tout le sujet. Après je sais pas, hein, peut-être que ça le deviendra un jour, mais surtout que je trouve que la précarité elle est un peu de côté, quoi. C'est-à-dire que toi t'es patron entre guillemets. Tu te dis ouais, un libéral que je peux virer du jour au lendemain, c'est cool pour la boîte, mais il peut aussi partir, tu vois, et te planter. Et en fait, ça fait partie des choses que je dis dans. Non mais voilà, non mais c'est un truc que moi je comprends pas le libéral. Je connais, faut avoir une personne qui a une mentalité libérale, tu vois. Moi le jour où j'ai un entretien avec quelqu'un qui est ultra entrepreneur, qui me dit j'ai déjà une clientèle perso ou c'est mon rêve d'avoir une clientèle perso, bon bah d'accord, je te prends en collaborateur. Tu vas être, j'espère, une espèce de fusée qui va tracer ta route vers les étoiles. Il y aura un bout de chemin avec nous, tu vas nous pousser vers l'avant. Et puis quand tu partiras, tu vois. Ou d'ailleurs, tu nous rejoindras parce que. Oui, c'était collab, voilà. En gros, tu viendras soit associé chez nous, soit tu partiras pour monter ton truc ou pour rejoindre une autre boîte. Mais il y aura ce côté, t'es entrepreneur. Après, quand t'es avec des personnes qui ont pas forcément envie, en l'occurrence, d'être entrepreneur, bah je trouve que les sécuriser, c'est un truc qui est genre en fait hyper productif. Enfin, moi, après, non, mais c'est intéressant de manière très empirique comment tu approches ça en te disant, ben, moi, je veux de la sécurité de la part de la personne, je veux de l'engagement, je veux de la sécurité, en symétrie. Il faut que je lui offre de l'engagement, de la sécurité, et quoi de mieux pour lui offrir de l'engagement et de la sécurité qu'un CDI, finalement. C'est un peu ça. Ouais. Après voilà, très humblement parce que c'est le début. Oui, genre, ça fait un mois et vous êtes en test total, mais en tout cas, je trouve ça intéressant que. Bon, test. Puis voilà. Mais donc ça c'est à suivre, quoi. Et alors, ça fait quoi d'être patron? C'est bizarre. Tu peux non c'est nous on est beaucoup trop cool. Non mais dans le sens c'est vraiment l'ambiance est très détendue. Le taf est fait ou pas? Le taf est fait et le taf a intérêt à être fait. Mais parce que je pense que être jeune en fait ça fait pas de toi un patron sympa. Parce que t'as un côté t'es très proche de tes employés ou de ton employé en l'occurrence, mais je pense même dans les expériences que j'ai eues avant, t'es très proche de tes employés et donc tu laisses passer peu de choses, tu vois. Alors que quand t'as 20 ans d'écart, je pense que t'es plus détente. Moi, oui, et puis en plus tu lances ta boîte, t'as cette espèce de pression quand même que tu lances ta boîte. Ouais, même si après je comprends qu'un salarié c'est pas sa boîte, il est là pour faire oui, non, mais du coup, n'empêche que pour toi, quand bien même tu le comprends de son côté, toi t'es encore au stade où je suppose, assez pointilleux, assez. Oui, non, clairement. Assez contrôle fric sur un certain nombre de choses, tu vois. Ouais, bien sûr. Et alors que je pense que quand tu prends vachement de bouteilles, tu prends aussi vachement de hauteur sur plein de choses. Oui, le contexte c'est pas le même quand t'as un cabinet qui a 10-15 ans. Donc il y a aussi ça. Enfin, quand bien même t'es sympa, tu vois, quand t'es jeune. C'est de la projection absolue. Moi là, je m'imagine avec un collaborateur de Fleur d'Avocat, quand bien même j'ai envie d'être, tu vois, de vachement déléguer, de laisser vachement d'autonomie parce que moi c'est comme ça que j'aime fonctionner de manière théorique. Ça me coûterait de ouf de pas, tu vois, garder. Donc du coup, je comprends ça. Donc, je comprends ça pour tous les avocats qui commencent et qui voilà. Ouais, non, c'est clair. Après, je trouve que quand même les jeunes sont durs. Et je voyais ça notamment, ça me rappelle la fac, tu vois. Je trouvais que les charrettes TD, genre, étaient hyper durs quand ils étaient jeunes. Tu sentais qu'ils venaient de franchir la barrière, ils avaient un des trucs à prouver. Bon, ça, moi, nous en l'occurrence, dans le cabinet, c'est pas notre cas, mais t'as ce côté,
tu sais, tu te dis, mais en fait, t'oublies, parce que le fait que ce soit très proche, ce passage entre ta première expérience professionnelle et aujourd'hui, enfin très proche, quand c'est quelques années, je pense que paradoxalement, peut-être t'oublies tout le chemin que t'as parcouru, tu vois. Et le fait que toi, ce qui est naturel pour toi, bah à l'époque, t'étais une tanche, et puis comme toutes les tanches, tu te plantais, quoi. Et donc ça te donne un côté. Bon après voilà, après une fois que tu le sais, tu te soignes, tu vois, tu fais gaffe, quoi. Donc toi tu soignes et tu te fais gaffe en tout cas. Moi j'essaie de faire après faudrait pas qu'il écoute le podcast, mais bah il va l'écouter, je pense. Il va l'écouter. Ouais. Bah voilà, bah sache que je fais attention. Non mais je suis très sympa aussi, donc c'est pas. Ok. Je le dis aussi pour lui, pas pour les autres. Ok. Bon, lui aussi il commentera. Voilà, il pourra mettre. Comme ton associé, en fait, on va faire des espèces de check. Exactement. Et donc maintenant, alors déjà, j'en conclus quand même, parce que c'est la raison pour laquelle tu es là. Tu es une fleur d'avocat, tu es un avocat épanoui. Je suis très très épanoui. Honnêtement. Et alors tu m'as dit, tu vois, c'est pour ça que d'habitude je fais pas parler mes invités avant de débuter l'épisode, parce qu'après ça me donne des billes, ça fausse un peu l'échange. Mais tu m'as dit, comme j'ai été en CDI avant, j'ai été en boîte avant, où j'avais une qualité de vie au travail, un bien-être au travail de ouf. J'essaye de retrouver cette qualité de vie au travail aujourd'hui en tant qu'avocat. Enfin genre c'est une question quoi. Bah c'est le côté déjà tu fais confiance à tes enfin tu fais confiance à tes collaborateurs. Enfin nous on en a qu'un, mais genre à terme l'idée d'avoir notamment par exemple un stagiaire puis après d'autres collaborateurs. T'as ce côté de confiance. Après voilà, je dis pas que c'est pareil dans toutes les boîtes. Hein. Moi j'ai eu 2-3 expériences d'entreprise et à chaque fois on m'a quand même fait confiance. T'avais ce côté assez respectueux aussi, je trouve, en entreprise que t'as pas forcément dans un cabinet. Pas tous en tout cas, tu vois. C'est-à-dire il y a pas ce côté l'associé un peu dingue qui va commencer à insulter ses collabs, tu vois, ou même le parler cru, tu vois. Qui moi est un truc qui je trouve assez enfin pas forcément très bénéfique en tout cas sur le long terme. Puis après il y a juste le côté être détendu, tu vois. C'est-à-dire, le rôle d'une personne qui gère un cabinet, c'est de prendre la pression des clients et tu la gardes pour toi, tu vois. Et toi, derrière, tu regardes ce qui se passe derrière toi et tu te dis aux gens, calme, enfin, tout va bien se passer. En fait, t'es un paratonnerre, tu vois. Et ça, c'est un truc que je trouve important et que t'as en entreprise. En entreprise, les dirigeants, ils prennent la foudre, tu vois. Pas plus, pas moins qu'un avocat associé, tu vois. Mais je trouve que, enfin, je sais pas. Moi, je sais, en tout cas, dans notre cabinet, il y a ça. Il y a le côté aussi, on est open, c'est-à-dire, je sais pas, t'as un truc à faire dans la journée, tu le fais, tu veux jouer à la console de 15h à 16h avec un de tes potes, enfin avec une personne du cabinet, tu peux le faire parce qu'on est très très e-sport et gaming, professionnellement et personnellement, tu vois. On a monté notamment l'asso e-sport du bureau de Paris. Ah ben voilà une information Voilà. intéressante. Donc tu vois, on a un rapport là-dessus, je pense assez détendu, tu vois, genre on se fait des parties de console le soir, etc. Bon après le fait d'avoir tout le monde a moins de 30 ans, donc j'avoue c'est peut-être plus simple, tu vois. Il y a le côté Tu te construis une marque employeur, là, je sais pas si tu te rends compte. J'ai pas encore parlé de ça en boîte. Et t'as pas encore parlé de ça en boîte. Non, mais c'est ce côté. Après, j'ai conscience que c'est énormément lié au contexte. C'est-à-dire que quand moi j'étais dans une boîte où la moyenne d'âge était à 25 ans, tu vois. Donc forcément, et en plus ça marche bien. Donc il y a un ensemble de choses qui font que c'est possible, tu vois. Je dis pas que tu bosses dans une usine de gobelets en plastique, genre en Auvergne, c'est pareil, tu vois. Non, bien sûr que non, mais bon, n'empêche que c'est cool. Ouais, non, c'est cool. Nous, c'est quelque chose qu'on a la chance de pouvoir faire, donc on le fait, quoi. Voilà. Mais après, peut-être que ce sera la crise dans 2 ans et ce sera moins bonne ambiance, quoi. Ouais. Mais là, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on essaie de faire, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo de selfie avec un chat sur Twitter, quoi. Non, là, je surjoue à mort le mec cool. Ce qui est hyper badant. Écoute, au moins un CV. Est-ce que tu as une source d'inspiration? Une source d'inspiration? C'est-à-dire? Bah, une source d'inspiration. Est-ce que tu as une source d'inspiration? Alors, je suis pas sûr de très bien comprendre la question, mais moi, ce qui m'inspire, c'est la randonnée. J'aime beaucoup marcher. Je sais pas si c'est une réponse acceptable. Bah si. Où est-ce que t'es allé randonner la dernière fois? Alors, je vais tous les ans au même endroit. En bonne obsessionnelle. Je vais tous les ans dans le Vercors. Tu vas tous les ans dans le Vercors. Voilà. Seul, de préférence. Parfois accompagné. Et je me balade sur le plateau du Vercors, qui est la plus belle. Enfin, c'est une zone, pour ceux qui connaissent pas, c'est un plateau donc qui fait 90 km de long et une quarantaine de large, où il y a aucune activité humaine, parce que en fait, il y a pas d'eau. Donc c'est une des zones, je pense, les plus vides de France. Et donc je vais là-bas et je marche.
et je marche avec ma nourriture, mon réchaud, ma tente, et ça dure entre 3 et 7 jours. Et alors, ce qui m'amène sur un sujet, tu vois, que nous n'avons même pas traité, mais tu me mets une porte ouverte monumentale, le sujet de la déconnexion comme avocat. Peut-on déconnecter quand on est avocat? Ah, bien sûr. Enfin, bien sûr, non, en fait, j'en sais rien. Toi, déconnectes-tu en tant qu'avocat? Moi, j'ai pas assez déconnecté au début. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, enfin, je parle en tout cas de ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que tu montes ton cabinet. Au début, t'es quand même genre on fire tu vois, complètement. Donc, moi, je me souviens, un jour, j'ai eu un call le dimanche matin, parce que j'étais avec des clients américains qui étaient entre les États-Unis et l'Asie. Donc, si tu veux, le point de rendez-vous entre tout le monde, c'était genre un 6 heures du matin, un dimanche. Je l'ai fait, et à la fin du call, j'étais là, genre, c'est mort, en fait. On arrête. Genre, maintenant, c'est un marathon. Ça va durer 20 piges. Maintenant, le week-end, on travaille plus. Sport 3 fois par semaine. Moi, toutes mes vacances, je les passe. Enfin, j'essaie de les passer. Dans le Vercors, on a bien compris. Ouais. Non, je rigole. Non, mais si. En plus, c'est pas du tout. C'est moi, mes vacances, je les passe. Si vous voulez me trouver en vacances, c'est dans l'Allier, en Auvergne, et c'est dans le Vercors. Et j'essaye de. Voilà. Après, je dis pas que je suis pas non plus un. Voilà. Mais par exemple, dans le Vercors, il y a pas internet, quoi. Il y a pas de 2G, quoi. Donc là, niveau des connexions, on est bien. Voilà, après, moi, j'essaie de déconnecter un max, quoi. Et alors, comment tu fais? Bah, moi, un peu le sport, là, que je me suis remis un peu sérieusement. Et donc ça, c'est un bon moyen de déconnecter, je trouve. Déjà. Non, mais je veux dire, quand tu pars dans le Vercors pendant 6 jours, mettons, ou plus, comment est-ce que tu t'es organisé dans ton activité pour que ce soit possible de déconnecter, c'est-à-dire que tes clients, enfin voilà, que ça pose pas de problème structurel, que tu sois pas là, que tu répondes pas au téléphone, que tu répondes pas aux emails, que tu vérifies pas les consultes de ton collab. Alors ça, c'est tout neuf, mais tu vois ce que je veux dire? Comment est-ce que vous vous êtes organisé? T'as deux choses. Déjà, premièrement, faut voir ça avec tes clients. C'est-à-dire que encore une fois, moi, c'est des erreurs que j'ai faites au début et que je ne referai plus. C'est-à-dire partir en vacances, un peu, tu sais, les vacances honteuses, tu vois. De l'avocat, qui d'ailleurs se croit indispensable, alors qu'en fait, enfin, que dalle, tu vois. Bon, ça, c'est notre histoire. Et genre, tu pars et J'ai aussi écrit un article là-dessus que vous pouvez aller lire sur oui. le site www.fleurdavocat.fr. Non, mais tu vois, t'as ce côté où genre tes clients ils te demandent des trucs parce que tu réponds dans un quart de tour. Si tu leur dis que t'es pas là, ils font autrement, tu vois. Enfin, et puis tout se passe très bien en fait. Les 3 quarts des urgences n'en sont pas, tu vois. Même 99% n'en sont pas. Et donc l'autrement, c'est que tu leur dis voilà. Je pars en vacances, je suis indisponible. Pendant une semaine. Voilà. Ok. Et si vous êtes pas content, vous me laissez un message et enfin je dis ça là je fais un peu le beau. En vrai t'es pas non plus hyper serein, mais et moi surtout encore une fois l'avantage d'être à 3, c'est que en fait on tourne tout simplement. Non mais ça fait partie des raisons pour lesquelles je te fais parler. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Une des raisons d'être à 3. Être seul, je pense que j'aurais pas du tout la même qualité de vie. Et est-ce que vous avez perdu des clients parce que un jour vous leur avez dit bah là on sera indisponible, enfin je serai indisponible pendant 6 mois, mais vous pouvez vous adresser à mon associé. Jamais. Okay. Mais même pas le début du cas en fait. C'est-à-dire que après ça dépend aussi peut-être de notre pratique. Hein. Nous, on fait quand même beaucoup de conseils. C'est pas encore une fois il y a pas d'urgence. Enfin on a eu des urgences où par chance on était là. Genre c'était soit pendant on a eu une urgence un jour un 1er août. Moi j'ai pu répondre. J'étais en vacances mais j'étais pas en Vercors heureusement. Et voilà. Mais sinon pas du tout en fait. Enfin vraiment pas du tout quoi. Okay. C'est-à-dire que faut le dire aux clients, les clients ils comprennent. Hein. Puis s'ils comprennent pas, faut peut-être changer de client. Bon, c'est pas moi qui l'aurais dit, c'est William. Non mais genre faut faire gaffe. Je trouve que moi j'ai qu'une crainte. Enfin je pense que je me sens pas du tout concerné en tout cas aujourd'hui, mais c'est le burn-out. On a eu des formations là-dessus à l'EDAC avec des psychologues, des psychiatres qui géraient ça et ils nous racontaient vraiment le vrai burn-out quoi. Le truc où tu peux plus te lever pendant 3 mois de ton lit. Bon, voilà, tout le monde connaît le sujet un peu au moins de loin. Et moi, ça m'effrayait, quoi. Enfin, ça m'effrayait de pouvoir en arriver là. Ça a marché, c'est un bon... Ah, moi, je me suis dit, mais jamais, quoi. Enfin, c'est... Jamais. Ça commence toujours, en plus, t'as des signes avant-quoi. T'as mal au ventre, t'as mal au dos. T'as mal à la gorge. Ouais, il y a toujours des trucs. Un burn-out, c'est jamais genre lundi matin, j'ai un burn-out. C'est toujours, enfin, c'est ce qu'elle nous a expliqué, la médecin, c'est qu'elle, tous ses clients arrivaient par un généraliste qui disait, c'est bizarre, il a mal au ventre depuis 2 mois, genre, alors que y a rien dans son ventre, quoi. Ouais. Par contre, il taffe comme un malade et il a un stress de pas possible. Et ça, je trouve qu'il faut faire gaffe parce qu'on a une profession qui est ultra exposée, quoi. C'est pour ça que j'ai intégré dans la formation Bien dans ma robe, j'ai intégré
un atelier sur la gestion du stress. Quelle est ta dernière joie? La dernière joie? Mm. Attends, je cherche un truc un peu intéressant parce que moi, je tiens une réponse vraiment de bonesse et que je suis quand même assez content d'aller au taf le matin. Enfin, tout simplement. Attends, Après... mais c'est une grosse joie, hashtag fleur d'avocat, hein. Ouais, mais moi, après, j'adore mon boulot, j'adore les gens avec qui je travaille. La plupart de mes clients, je m'entends très très bien avec eux. Donc c'est vraiment sympa, tu vois. Là, tu vois, typiquement, genre, il y a quelques jours, on s'est fait un petit tournoi de FIFA au cabinet, c'était sympa, tu vois. Mm. Après, ma vraie joie, bah là, je pense que c'était le Vercors cette année. C'était vraiment vraiment C'était sympa. quand? C'était début septembre, mi-septembre, tu vois. Donc c'est récent. En pleine rentrée. En pleine rentrée, Ouais, tu voilà. t'es barré dans le Vercors. Du 8 au 15 septembre, j'étais pas à Paris, j'étais inaccessible et le monde s'est pas arrêté de tourner pour moi, donc c'était plutôt cool. C'était vraiment le dernier truc, je pense, très sympa. Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe? Je porte jamais la robe. Tu veux dire? Le petit, c'est quoi une question? Bah, alors là, je ne te donne aucune piste. Aucune piste? Non, j'ai peut-être mon petit portefeuille de Bitcoin, tu vois. Ton petit portefeuille de Bitcoin? Mon petit porte-clés de Bitcoin. Vas-y, montre. Non, je l'ai pas sur moi en plus, mais c'est... Ah merde. Donc t'as un porte-clés. Ouais, dans lequel j'ai les premiers bitcoins que j'ai eu. Parce que c'est... Alors attends, là tu me perds, moi je croyais que les bitcoins c'était virtuel. C'est une mauvaise réponse, faudra le couper au montage, mais... Ben non, je ne couperai pas. Mais du coup, je suis perdue, moi je croyais que les bitcoins c'était virtuel. Ouais, mais ça, en fait, tu conserves la clé d'accès sur une clé USB. En gros, qui est ultra sécurisée. Ok, donc c'est ta clé d'accès au bitcoin que t'as sur toi toujours. Voilà, je la garde quand même assez régulièrement sur moi. Et c'est un truc, ouais. Bon, après, c'est pas non plus je suis pas non plus fétichiste là-dessus, hein. Si je la perds un jour, je l'aurais perdu, puis voilà, c'est pas grave. Ok. Non mais j'ai bien compris que ta philosophie globale c'était un peu ça. Ouais, c'était genre, on verra, tu vois. Au pire quoi. Très bien, bah merci beaucoup William d'avoir été mon invité sur Fleur d'avocat.